Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. C'est le deuxième numéro consacré, non c'est le premier numéro consacré au mois de juillet 2022. Ouais. Et ça fait quelques jours, là on a passé 10 jours sans vous proposer de nouveaux podcasts, c'est la première fois en presque 2 ans que ça nous arrive. Que s'est-il passé? Eh bien, je ne sais pas, c'est tout simplement... On était occupé avec Audrey Fleurot et des gens d'importance. Et Brie Larson et Iman Vellani, effectivement. Et Chester. Au parc Disney, effectivement. C'est vrai que voilà, puisque... Ça rencontre des vedettes. Corentin veut tout spoiler, effectivement. J'étais à l'ouverture presse du nouveau campus Avengers sur Disneyland Paris. Effectivement, j'ai pu taper la discute avec... Sibi Cebulski qui était sur place, voilà, c'est une petite anecdote rigolote. On vous en parlera peut-être plus dans le détail une prochaine fois, peut-être, mais sachez que j'ai pu récupérer son mail, donc l'espoir de faire un Super Friends n'est pas mort et enterré. Corentin, tu vas bien quand même? Bah oui. Je suis fatigué comme d'hab. Mais... Bah oui, c'est l'été, hein, donc du coup on se repose pas. C'est ça. Jamais. On se repose jamais. Le principe de la pause estivale, ça ne marche pas. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent très prochainement, notamment avec Japan Expo, il y a quelques numéros un petit peu spéciaux, un petit peu hors série sur les mangas faits en France qui arriveront, avec notamment un certain Tony Valente, si vous connaissez Radiant, voilà, il y a un beau Super Friends là qui arrive très 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 prochainement, puis on vous l'a déjà teasé sur les réseaux, dans le podcast, il y a aussi un thématique sur Criminal qui arrive aussi très 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 rapidement. Il est prêt depuis de très longtemps en fait, mais c'est juste que voilà, sur Brubaker. Sur Brubaker, ouais, je l'ai dit. T'as dit Criminal. Ah pardon, oui, pareil, non, sur Brubaker, voilà, de Criminal à Reckless, on fait vraiment un gros retracé de toute la carrière de Brubaker. Et donc voilà, là il y avait une courte pause, mais vous inquiétez pas, ça revient de ouf comme ça, vu que vous êtes tous pauvres avec votre pouvoir d'achat en berne et que vous ne pouvez pas partir en vacances, au moins vous pourrez écouter des podcasts, et ça, quelque part, ça compense bien. Ça fait plaisir. On est là pour ça. Ta semaine à la bolle qui est annulée pour juste écouter des First Print, tu sais, ouais, voilà. Bah écoute, on fait on fait comme on peut. Écoute, c'est dur. Allez, qu'on peut. Corentin, avec ce petit préambule, on va passer tout de suite à la partie comics de ce podcast, comme toujours, avec la première annonce qui nous parvient du côté de la VF, et on est content, on est un peu excité même, j'ose le dire, puisque alors on avait déjà eu le titre et tout ça s'appelle A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir. C'est la prochaine production du label 619 publié aux éditions Rue de Serre, puisque si jamais vous dormiez dans une grotte et que vous venez de vous réveiller, sachez que le label 619 est passé chez Rue de Serre cette année après une bonne décennie chez Ankama, et donc leur nouvelle production donc qui est scénarisée par Run et qui est dessinée par Florent Maudou, à qui on doit tout l'univers Freak Squill, donc ça s'appelle A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, et donc ça nous parle, il y a pas de piège dans le titre, ça va vous parler de la célèbre affaire du Dahlia Noir, donc où le meurtre jamais élucidé de Elizabeth Short, qui était donc une femme qui voulait devenir actrice dans Los Angeles et dont le cadavre aura été retrouvé dans un parc atrocement mutilé. Une affaire sordide qui a bouleversé le tout Hollywood à l'époque et qui a eu un énorme impact culturel en fait, à force d'être reprise, que ce soit en roman, par exemple avec le célèbre livre de James Ellroy, qui a été adapté en film également. Il y a eu pas mal de références à cette histoire dans des films, dans des séries télé, et donc là il y a même déjà eu une adaptation en bande dessinée en fait avec David Fincher notamment au poste, mais là ce que veulent faire Ron et Florent Maudou, c'est ce qu'ils ont fait, c'est une BD documentaire en fait, c'est-à-dire qu'ils sont allés vraiment se plonger dans des kilos d'archives, tout simplement, avec des coupures de journaux d'époque, des photos d'époque aussi, pour un travail de restitution graphique. Donc voilà, ça fait vraiment énormément, il y a eu énormément de recherches. Alors bien entendu, vous vous doutez bien qu'il y aura un podcast en préparation là-dessus, sans trop m'avancer, on va essayer de le faire avec les deux lurons, mais pour l'anecdote, quand on enregistrait les Mutafukast, il m'a un petit peu montré, Ron m'avait un peu montré justement toutes les recherches, tous les dossiers, tout ça. Je sais pas comment ça a l'air incroyablement dense aussi, ça a l'air infernal vraiment, mais voilà, ils sont vraiment allés à fond pour raconter l'histoire
tel qu'il pense que ça s'est passé à partir donc de vraiment de coupures de presse, de dossiers du FBI de l'époque qui ont été déclassifiés, tout ça. Donc ça, je pense vraiment qu'on va être sur un très très gros album. Qui doit faire du coup 112 pages avec 16 pages aussi d'un cahier de recherche, donc qui permettra justement d'aller au fond du process. Une version couleur, une version noir et blanc. Ça sort le 31 août 2022 aux éditions Rue de Sèvres. Corentin, pardon, je te laisse un petit peu exprimer ton avis là-dessus, puisque j'étais en monologue depuis 3 minutes. D'ailleurs, ils ont résolu le crime à la fin. Bah, je crois que de ce qu'avait dit Run sur les réseaux sociaux, qu'il a une idée sur qui pense être le coupable, mais je sais pas s'ils vont le dire. Je crois pas, parce que je crois que ça reste très documentaire, donc je pense que à la fin ce sera quand même crime jamais résolu, mais on pense peut-être que c'est ça. Je sais pas. Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'a fait The Goon, Eric Powell sur Ed Gein? C'est genre un truc un peu plusieurs points de vue, plongé dans une époque. De ce que j'ai vu, je dirais que non, mais après je t'avoue, il m'a montré ses recherches et tout ça, pas forcément j'ai vu quelques planches aussi pour juste dire qu'il y a par contre Modou il est dans une approche assez photoréaliste qui est assez ouf, avec un grain un peu sépia et tout, certains trucs, donc ça va être vraiment graphiquement ça va être taré, avec vraiment une reconstitution du Los Angeles de l'époque et tout ça. Ça va vraiment être incroyable, mais après j'ai pas encore lu l'album, quoi. Je n'ai pas encore ce genre de privilège. Oh là, tu n'es pas encore assez loin dans le secret des livres. C'est ça. Non, moi c'est super cool, évidemment. Je vais pas répéter à chaque fois que je suis fan de Run. Et alors un peu moins de Modou en général, j'aime beaucoup son trait, un peu moins ses histoires. C'est pas la partie de 6-19 qui m'intéresse le plus, mais précisément pour les scénarios, parce que il y a les trucs qu'il a fait que je trouve vraiment géniaux. L'idée de le voir justement travailler sur un truc plus photoréaliste ou plus historique et un peu moins manga, on va dire, que Freak Squill, ça me parle forcément. Je suis pas un grand expert du Dahlia Noir, comment dirais-je, il y a un nom pour ça, True Horror ou Crime Fiction. Le Crime Fiction, ouais. C'est le mec qui font des podcasts pour constituer ce genre de machin, ou qui font des documentaires, comme le mec qui a fait Ed Gein, justement. Voilà, qui est un auteur de True Crime Stories, et je crois qu'il a fait du podcast aussi. C'est pas forcément un genre qui m'intéresse au demeurant. Par contre, c'est vrai que j'avais vu le film Le Dahlia Noir. Très mauvais film, avec Josh Hartnett et Scarlett Johansson et Aaron Eckhart qui jouait double face dans le film The Dark Knight. Comment ça, très mauvais film? C'est un très mauvais film. Il a aucun intérêt. Il raconte rien, ce film. Il est pas du tout bien. Qu'est-ce qu'il y a, Arnaud? Bah non, moi je l'ai adoré. Ah ouais? Parce que toi t'aimes pas le cinéma. Je l'ai vu. Oui, bah non. Je pense qu'on peut le dire. Je déteste. Parce que Scarlett Johansson, tu t'es laissé aveugler par. Non, mais c'était à l'époque, j'avais une époque James Ellroy, et j'avais vraiment une époque polar comme ça, et je pense que c'était à la même époque où je jouais peut-être à L.A. Noir, justement, donc j'avais vraiment un gros mood d'inspecteur en chapeau, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des références à L.A. Confidential. Il y a des références au Dahlia Noir dans L.A. Noir, d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Très mauvais jeu aussi, tu vois, c'est malade. Non, attends, il est hyper dirigiste. Bref, c'est un autre débat. Tout ça pour dire, effectivement, que je suis curieux et tout ce qui sort de 6-19 m'intéresse de toute façon. Et c'est intéressant de les voir justement aller vers ce répertoire-là, parce qu'il y a déjà eu des évocations de vrais tueurs en série dans les Doggy Bags ou de vraies affaires sordides sur lesquelles ils pouvaient broder. Là, l'idée de la grosse recherche, du travail d'archives, on sait que c'est des baisers de ce truc-là. Pas que de la fab, on va dire. Donc je suis assez curieux même juste de voir le carnet de recherche, de voir un petit peu comment ils sont pris, c'est quoi rouvrir comme ça une enquête aussi longtemps après où on pense que tout a déjà été dit. Donc je suis assez content que ça vienne de chez nous et j'ai très très hâte de voir ça. Voilà, donc ça sortira le 31 août pour une vingtaine d'euros. Sera disponible en librairie et bien sûr, on ne manquera pas de vous en reparler. Autre nouvelle qui fait plaisir, c'est une annonce d'un titre de Garth Ennis chez Akileos. Je sais pas si, je vais le garder en montage, c'est pas grave, ça arrive. Chez Akileos, Corentin, c'est The Pro qui débarque. Alors, il y a un petit retour aussi qui se fera dans l'anthologie Image, qu'il a pour les 30 ans, donc, mais du coup, ponctuel, puisque ce Garcinis ne sera pas là. C'est ça, voilà, c'est un petit retour. Mais du coup, donc, ça arrive chez Akileos en octobre, et The Pro, c'est la curieuse histoire, donc, d'une super-héroïne prostituée. C'est ça, d'où le nom The Pro, parce que c'est un jeu de mots entre la professionnelle, on va dire, et la prostituée. C'est une histoire assez curieuse, pour être honnête. J'aimerais d'ailleurs que Akileos, s'il nous écoute, remette la préface de Garth Ennis qu'il avait écrit pour l'édition Album à l'époque, qui est une préface assez extraordinaire où il explique comment Amanda Conner, pour une Comic-Con où il venait présenter le projet, proposait qu'ils embauchent des call girls, qu'ils mettent une sorte d'isoloir et que les fans qui voulaient venir se faire dédicacer la BD
se fasse pépon par les call girls et qu'ensuite elle crache le résultat de cette pipe, on va dire, sur des posters qui seraient signés ensuite par Amanda Conner au dessin. Voilà, c'est entre autres petits détails lubriques. Et pourtant, je suis pervers, mais je trouve ça un peu sale. Oui, c'est dégueu, ouais. Mais Garcinis lui avait dit, mais t'es complètement taré. Enfin, c'est... Mais donc, effectivement, c'est une association entre Ennis et le couple Conner-Palmiotti. Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Voilà, tout à fait. Palmiotti qui ancrait les dessins de son épouse sur un projet qui, somme toute, est une énième blague, on va dire, de Garcinis sur les super-héros. On n'est pas dans le cynisme de The Boys, c'est plus une comédie. Où l'idée, c'est donc qu'un alien à la Watu, on va dire, ou à la Binsour, va donner des super pouvoirs à une prostituée, pour prouver à son robot de compagnie que n'importe qui, y compris des gens qu'on considère comme étant du bas niveau de la société, peuvent atteindre l'héroïsme, peuvent atteindre les valeurs de sacrifice de soi, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit projet qui dure, que je sais pas, moins d'une centaine de pages, il me semble, qui était effectivement assez rigolo, qui, je pense, fera rigoler justement les fans de l'humour Garcinis, qui a un humour, on va dire, assez particulier, hein, évidemment. C'est pas très woke compatible, on va dire. Même si il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants par rapport justement à la castration un peu de Superman, puisque évidemment dans ce monde-là, il y a une équipe de super-héros inspirés par les héros de DC et Superman qui est un affreux puceau. Donc voilà, et puis aussi t'as The Pro qui utilise ses super pouvoirs pour branler les mecs plus vite, pour les sucer plus vite, pour du coup gagner de l'argent plus vite dans son taf de prostituée au quotidien. c'est la BD, hein, je n'invente rien. Mais effectivement, il y aura aussi donc un retour dans Image, point d'exclamation 6, l'anthologie de Eric Stephenson, qui est un peu la réponse à Skybound X et aussi à toute l'espèce de nostalgie consumériste qu'il y a chez Image en ce moment, puisque lui, en fait, il a dit, oui, Image avant Spawn, Savage Dragon, etc., c'était bien, mais rappelez-vous quand même que depuis que je suis là, on fait des trucs bien meilleurs. Et donc, il a fait une anthologie où il y a beaucoup de continuations, de petits bonus et de nouvelles histoires. Et effectivement, Palmiotti et Conner vont revenir sans Ennis, un peu dommage, pour cette édition-là. Donc voilà, moi, pas envie de vous dire que c'est la BD de l'année non plus, mais c'est vrai que c'est un truc très, très rigolo, très léger. Et c'est marrant de voir justement Conner, qui est une artiste féminine, s'emparer comme ça d'une blague de beauf, en fait, parce que c'est vraiment une blague de beauf, hein. The Pro, c'est une pute, il a super pouvoir. Ça donne un rendu assez agréable à l'ensemble. Surtout que c'est celle qui dessine. Ah oui, tout à fait. Ouais, oui. parce que Conner qui dessine, c'est quand même. Oui, ils ont conçu le projet ensemble, on va dire, mais Conner Palmiotti. Ouais, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue loin au niveau érotique. Elle est devenue tellement rare que c'est quand même cool de elle fait des variantes érotiques pour les projets de son mari. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a Sexe et Violence qu'ils avaient fait aussi. Et juste rapidement, dans le numéro Image 6, il y aura aussi un retour de Fabio Moon, Gabriel Ba et Matt Fraction sur Casanova. Je vais pas vous résumer, mais série d'espions super cool, enfin très jolie à regarder, qui a été édité chez Urban en France, donc voilà. N'hésitez pas à lire Image, point d'exclamation. Et donc The Pro, ça arrive le 5 octobre 2022 selon les listings des sites de revente pour le prix de 16 €. Pareil, on vous le recommande surtout que Aquilos, voilà, petite maison d'édition indépendante qui mise sur la qualité de ses ouvrages et dont on est assez certain que cette édition VF de The Pro sera à la hauteur du reste de leur production. Wow, magnifique. Et il y aura du coup le segment bonus ou pas? Ah, ça je sais pas, je ne pense pas. Du coup, je pense que c'est peut-être, je sais pas, il faut qu'on demande, je demande. Parce que là, à l'heure où on enregistre le podcast, on n'a pas encore rédigé l'article, mais du coup, on va aller se renseigner pour essayer d'avoir ce petit détail. Corentin, tu aimes les mangas ou pas? Oui. Moi, j'adore les mangas. Petite dose, oui. C'est quoi ton manga préféré, Corentin? Dragon Ball. C'est vrai? Non. C'est original. 27 Century Boys. Ouais, ça c'est la réponse que tu peux pas topper, en fait. Ah bah non, tu peux pas faire de blague là-dessus parce que c'est effectivement excellent. Mais on va parler un petit peu de manga, on en parle déjà de temps en temps parce que par exemple, on vous avait parlé de l'arrivée des mangas Marvel publiés chez la Shueisha au Japon, donc chez Panini Manga, notamment Deadpool Samurai, le premier tome est sorti. Et je t'interromps juste une seconde. Kazuki Takahashi, REP dans le Pensée éternelle, il avait fait un manga justement dans le partenariat entre Marvel et le Shonen Jump, Secret Reverse, où Iron Man et Spider-Man combattent un mec qui combat avec des cartes comme dans Yu-Gi-Oh! Donc REP est un géant qui avait appelé à voter contre Shinzo Abe. Continue. Voilà, donc c'est vrai que le créateur de Yu-Gi-Oh! Nous a malheureusement quitté dans ce qui semble être un affreux accident de plongée. Et vous savez qu'on est fan. Oui. Voilà. Parce que c'était, voilà. Donc, Dragon blanc aux yeux bleus. Ce sera bientôt l'heure du duel au firmament. Et surtout qu'il avait fait un échange des dessins avec Mac Mignola. Ouais, aussi, tout à fait. Il était un grand fan de comics américains, de Mignola, effectivement, qui lui avait du coup rendu hommage aussi en dessinant Hellboy avec un t-shirt Yu-Gi-Oh! Et le Millennium Puzzle. C'est ça, ouais.
Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, que voilà, donc il y a quand même quelques associations entre les éditeurs de comics et des éditeurs japonais. Donc là, on a le premier tome de Deadpool Samurai qui est sorti chez Panini Manga, qui est plutôt cool. C'est complètement du Deadpool dans l'esprit, mais avec une petite touche effectivement, très japonaise. Et on a déjà eu quelques manga aussi du côté de DC, notamment chez Kana, qui est donc qui appartient à Media Participation, donc qui est la maison mère à Urban, donc leur cousin on va dire. Il y avait eu Batman and the Justice League notamment. Je crois que c'est eux aussi qui ont publié le manga Batman Ninja. Batman and the Justice League c'était nul à chier. Batman manga c'était un peu plus sympa quand même. Et là par contre le prochain manga Batman qui arrive, ce sera pas chez Kana, ce sera aux éditions Pika. Donc Pika qui font notamment l'Attaque des Titans, gros hit des dernières années. Ça s'appelle Batman Justice Burster. C'est donc un manga qui est apparu dans le magazine Morning de la Kodansha, qui est aussi l'un des très gros éditeurs au Japon, et qui est donc écrit par Aichi Shimizu et dessiné par Tomohiro Shimoguchi, qui sont en fait l'équipe créative du manga Ultraman, le dernier en date. Donc eux, ils vont faire du Batman sous licence officielle. Donc Justice Buster, c'est quoi le principe? Tout simplement que dans cet univers-là, en fait, Batman utilise une IA qui s'appelle Robin, en fait, pour lutter contre le crime. Dans le pitch de départ, on te dit que ça fait 3 ans qui fait ça, et que justement là le fait qu'il utilise une IA très avancée en fait appelle forcément l'arrivée dans Gotham City d'autres vilains qui eux aussi font également appel à la super technologie. Et donc ça arrive pour la rentrée prochaine, et même ils ont bien choisi leur date puisque ça arrive le 14 septembre 2022 qui est le Batman Day de cette année, donc avec un format un petit peu plus grand que par rapport aux autres productions et par rapport au format standard du manga. Donc on sera curieux de retrouver ça, parce que moi j'avais même pas suivi en fait que ça avait été publié chez la Kodansha, j'avais même pas vu l'annonce en fait de ça au Japon. Donc je trouve que je sais pas, ça a l'air plutôt sympa. En tout cas le style graphique est pas. Oui, Shimoguchi c'est un très bon artiste. Hein. Son manga Ultraman était justement assez stylisé. On n'est pas du tout dans les codes du Tokusatsu en pyjama, on va dire. C'est vachement plus techno, c'est vachement plus armuré, samouraï, etc. Donc pourquoi pas. Après bon, évidemment on pourrait se passer donc d'avoir encore plus de Batman maintenant sur 2 continents. On pourrait imaginer qu'il y a d'autres trucs à raconter depuis le Japon sur Batman que l'énième folie technologique, etc., etc. Moi, j'admets que pour un pays qui justement est très fort en horreur, est très fort en ambiance, est très fort même parfois en détective aussi. Enfin, il y a beaucoup de mangas de polar qui sont excellents. Tiens, moi, j'aimerais bien un petit manga justement à la Billy Bat avec Batman, Billy Batman. Voilà, c'est gratos. Mais voilà, on sait aussi que Shimoguchi avait fait des hommages différenciés à des personnages Marvel. Il avait dessiné un Wolverine justement en tenue technologique d'Ultraman, on va dire. Il avait fait le Black Panther aussi. Enfin, il avait fait pas mal de couvertures variantes pour Marvel à une époque. Donc c'est un fan de comics. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, moi, les métissages justement dans ce style-là, pour l'instant, même si j'ai bien aimé Secret Rivers parce que je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh, pour l'instant j'ai du mal à citer un truc qui soit vraiment renversant. T'as toujours l'impression que c'est un peu un produit à licence qui se fait par amitié, par partenariat commercial aussi, hein, pas se mentir, c'est aussi pour échanger de l'argent qu'ils font ça. Donc moi j'attends encore un petit peu, on va dire, un auteur japonais ou une autrice japonaise qui irait voir DC en disant je suis vraiment très fan, j'ai vraiment un truc très particulier à raconter. Tu veux parler de Peach Momoko par exemple? Non mais ça c'est dans l'autre sens, tu vois. C'est au niveau du manga, on va dire un ou une vraiment grande fan de super-héros qui aurait vraiment depuis toujours une envie de raconter une histoire très personnelle sur ces thèmes-là, pourquoi pas. Maintenant voilà, à part le manga sur le chat de Captain Marvel, j'ai un peu du mal à citer les trucs qui m'ont vraiment régalé. D'accord. T'as pas lu Deadpool Samurai encore? Pas encore. D'accord, ouais. Très bien. Oui, donc ça arrivera donc comme je vous le disais pour le 14 septembre, et puis on va aller jeter un œil quand même. On va essayer. Bah oui. Voilà. Bah oui. Bah oui. Et juste comme ça pour l'anecdote aussi, sachez que Joe Madureira signe une couverture variante pour le tome 34 de My Hero Academia. Donc c'est quand même plutôt lourd puisque en fait c'est des éditions qui dessinent plus. Ouais, c'est déjà c'est ça clairement, mais non, mais surtout que Kiyun en fait fait des bien compris en fait les accointances entre My Hero Academia et les comics de super-héros. En fait, ils font appel régulièrement à des artistes de comics pour faire des couvertures variantes. Ils ont quand même recruté Ryan Otler, Ryan Stegman, et maintenant Joe Madureira. C'est plutôt lourd, je trouve. Mais voilà. J'aimerais bien qu'un jour on croise Ryan Stegman et que tu l'appelles Ryan Stegman. À l'Alsacienne. Hey yo Ryan. Hey Ryan Stegman. Ryan Stegman. Stegman, sir. Ryan Stegman, tu peux après celle avec de la pierre. Hein. Allez. Oui. Allez, Corentin, du coup, on continue. Non, commence pas. Ah bah
Tu sais, c'est comme le C'est Winter, le prix à payer. c'est le Winter Soldier. C'est Il y a, ça. il y a le déclic Le et code maintenant, d'activation. je suis activé en mode, Il y en a plusieurs, du coup. en mode Ardokiku, hein. Donc le roman graphique d'Alex Ross qui arrive chez Panini. Là, tu peux me dire quelque chose dessus? Yo. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, oui et non, remarque, parce qu'il est pas encore sorti aux États-Unis, donc j'ai pas eu le loisir de le lire. Donc c'est Fantastic Four Full Circle qui, on en avait déjà parlé, je crois. Oui. Et encore une fois, le fruit d'un partenariat, puisque Marvel s'associe à plein de gens. Mais cette fois aux États-Unis avec les maisons d'édition prestigieuses, Abrams Comics Arts, qui, si je ne dis pas de bêtises, sont ceux qui font Kent State aux US. Donc voilà, l'idée c'est de produire une sorte de nouvelle ligne de romans graphiques en partenariat avec Marvel. Alors a priori que avec Alex Ross pour l'instant, même si on n'a pas encore eu de deuxième annonce, mais il est très lent, hein, il est pas très productif, c'est Alex Ross. Avec voilà des personnages Marvel, en l'occurrence les Fantastic Four, pour un roman graphique qui dure pareil moins d'une centaine de pages et qui se présente comme un hommage à l'écriture de Kirby et Stan Lee, donc dans les premières années des Fantastic Four, et avec un style qui est pas celui d'habitude, c'est pas que de la peinture, c'est plus crayonné. Il y a effectivement un effet un peu plus justement comics et un peu moins en planche en peinture. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ça arrive. On voit quand même que Panini a fait un gros effort pour le sortir quasiment au collet de la sortie américaine, puisque les deux sortent en septembre. Bon, évidemment, il y a eu probablement peu de travail de traduction parce que c'est encore une fois un album qui est assez court, hein. Mais pardon, excusez-moi. Alex Ross qui revient pour faire de la BD, c'est toujours une bonne nouvelle. Surtout si c'est pas juste pour un numéro bonus à la Marvel's Epilogue, qui était en plus un tout petit numéro qui servait juste. Ah, mais t'es beau, hein, quand même. Il était magnifique, mais Alex Ross, voilà, on sait très bien que c'est l'un des plus grands, si pas le plus grand artiste de comics, en tout cas dans sa catégorie. Cette générosité, cette amplitude, ce réalisme, etc., etc. Là, effectivement, c'est aussi très cool de le voir justement tourner une page pour faire un truc beaucoup plus comics. Vous pouvez trouver des extraits de pages sur Google. Ça a vraiment pas grand chose à voir avec Marvels, ça a pas grand chose à voir avec Kingdom Come. Donc c'est super intéressant. Et en plus, les offres que proposeront Panini seront a priori moins chères que les offres américaines, où l'album sera proposé seulement à $25, alors que ce qu'on voit sur Excalibur, c'est que on est à moins de 25 pour les deux éditions, une en petite taille, une en très grande taille, enfin une en grande taille. Ouais. Donc, mais encore une fois, c'est court, hein, donc le rapport prix-planche, évidemment, sera désavantageux, mais par rapport à ce que font Abrams Comics Art, qui ont ce côté prestigieux, etc., parfois ils gonflent un peu les prix, comme Taschen, tu vois, c'est normal, tu payes les prix de la qualité et tout. Là, finalement, à travers les États-Unis, on s'en sort mieux. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Ok, très bien. Et Mais donc, vérifiez quand même, parce que moi, je me base sur les référencements, hein. ouais, mais a priori, les référencements sont assez accurate chez Excalibur Comics et tous ces revendeurs spécialisés, c'est-à-dire qu'ils ont simplement eu les données qui les rendent dans leur base de données ensuite après, quoi. Donc, a priori, je pense que, du côté des représ, tout ça, c'est que les infos sont bonnes. Corentin. Oui. Archie Comics continue à, on va dire à Stagner. Ouais, non, c'était pas stagner le mot que je cherche, mais tu sais, quand tu fais l'effort minimum, en fait, tu vois, c'est pas maximum effort, tu vois, c'est minimum effort sur sa ligne Archie Horror, puisqu'il continue de dire, ouais, ça existe, regarde, on a fait des one-shots, voilà. Ouais, mais en fait, je pense que la prochaine fois qu'ils font des annonces, enfin, je pense que Archie Comics, un jeu à boire où ils font un one shot, tu prends un shot. Non, mais je pense à tu vois la chanson One Shot de Maître Gims? Non. Bah, c'est ma réponse. En fait, faudrait lancer One Shot de Maître Gims dès que Archie Comics fait une annonce, parce qu'ils font vraiment que ça. Bah, allez au montage, Arnaud. Vous l'écouterez chez vous. Donc effectivement, alors là, techniquement, on pourrait dire que Archie Comics a un peu jeté l'éponge. J'ai déjà fait ce point plusieurs fois dans différents podcasts, donc je vais essayer d'aller vite. On se rappelle que quand Archie s'était relancé, même en amont du relaunch, il y avait un certain Francesco Francavilla qui travaillait avec un certain Roberto Aguirre Sacasa. L'un a fait avec Francavilla la série Afterlife with Archie, et l'autre avec Robert Hack le Chilling Adventures of Sabrina, deux séries excellentes qui réinventaient les personnages, enfin deux, on va dire, groupes de personnages d'Archie Comics dans les codes de l'horreur, et d'une bonne horreur inspirée par le cinéma des années 70, inspirée par Rosemary's Baby, inspirée par le cinéma de George Romero aussi. Donc il y avait tout un tas de bonnes choses à prendre à ce moment-là. C'est ce qui a un peu inspiré plus tard le relaunch de Archie Comics en canon, avec la série de Mark Waid, la série de Adam Hughes, etc., etc. Et puis, entre-temps, l'ensemble s'est un peu érodé, puisque Aguirre Sacasa, qui est devenu Chief Creative Officer, a ensuite travaillé sur les séries télé. C'est normal, c'était un scénariste de séries télé et de comédie musicale avant. Donc il est parti. Voilà, il est plus vraiment chez Archie Comics. Il a encore un petit pied à l'intérieur qui lui permet de finir au moins le deuxième arc de Chilling Adventures. Mais dans l'intervalle, Archie essaie d'occuper le terrain.
en attendant de voir ce qu'ils pourront bien faire de leur vraie grosse locomotive qui est Afterlife with Archie, qui est arrêtée depuis 4, 5 ans. Qui ne reviendra jamais. Qui ne reviendra jamais, franchement, effectivement. Voilà, bah, en tout cas, tel quel. Goldwater a dit non, on y pense toujours, etc. C'est faux, ils y pensent pas du tout. Mais moi aussi, c'est comme quand je te dis, ouais, je vais lire Sandman, tu vois. C'est ça, voilà, exactement. Ou alors, ouais, je relis tes articles pour enlever les fautes. Tu vois, ça, tu me le dis, et on sait tous les deux que c'est faux, mais ça c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ah, bien sûr. Donc, porter plainte pour diffamation, là. Rien que cette année, donc, on a eu un one-shot Jinx Green Fairy Tales qui avait un intitulé, c'était Chilling Adventures Présente. Ouais. Donc, tu dis que c'est une sorte de nouvelle tagline, quoi. Après, ils ont fait un nouveau one-shot qui est Weirder Mysteries, putain, aujourd'hui. Qui est un truc de science-fiction, donc horreur, science-fiction. C'est toujours des codes de l'horreur très figés. Hein. C'est vraiment le b.a.-ba de l'horreur, vraiment américaine. Avec puis ça fait un peu penser au titre de EC Comics de l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Et donc là, on arrive sur un triplé de one-shot pour Halloween. C'est normal. Chaque année, les fêtes d'Halloween sont un peu le moment de la concentration culturelle autour de produits d'épouvante. Donc, numéro 1, Chilling Adventures of Salem. Le chat qui parle, le chat de Sabrina. C'est cool, ça. C'est cool, ouais. Par contre, c'est Cullen Bunn au scénario, donc c'est moins cool. C'est un chat, donc j'adore, moi, les chats. Bah, je sais, évidemment, t'es un grand fan des chats. D'ailleurs, tu as un chat. Et tu l'aimes. Ouais. Voilà. T'as le seum. Donc, Cullen Bunn au scénario et Dan Schoening. Donc, voilà, c'est, et chaque fois, c'est pareil, t'as le référent marketing évident ou un site de produits très grand public que tu connais, comme ça tu dis, oui, ça a l'air sympa. Donc là, c'est Cimetière, Pet Cemetery, parce qu'il y a un chat, et c'est de l'horreur, et Hereditary. Alors là, j'ai un peu du mal à voir comment ils vont trouver Hereditary dans Salem. Donc voilà, c'est une histoire sur le chat qui va être Bresson, hein, surtout. Ouais. Le chat qui va venger différents animaux qui sont maltraités. Voilà, donc petit truc, souffrance animale et tout. Quel est le rapport? Mais je sais pas, j'en sais rien. C'est ce qui est écrit dans le communiqué de presse. Moi, je pense qu'ils ont pas vu le film. Hein. Don't Shoot the Messenger. Ensuite, 19 octobre, Fears the Funhouse. Donc là, on est vraiment dans le Fais-moi peur. Enfin, plutôt, tu sais, la série. Si, Fais-moi peur, ouais. Où les gamins sont autour d'un feu de camp, c'est exactement bienvenue ça. dans la confédération des minuit, je sais pas exactement, quoi, là, voilà. Où là, voilà, c'est les héros de Riverdale adolescents qui sont autour d'un feu de camp et qui se racontent des histoires qui font peur. Ah ouais, c'est vraiment complètement ça. Et ici aussi Chair de poule, ça, on te donne le registre aussi de l'horreur. Bah, les deux, de toute façon, les deux se faisaient concurrence, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pas Erlstein aussi, Fais-moi peur? Non. Ou non? Ok, c'est, je sais plus, je sais pas. Ne vous endormez pas, je sais plus, bref. Et enfin, le dernier, Return of Chilling Adventures in Sorcery, qui est la suite du one-shot Chilling Adventures in Sorcery, qui a donné, pardon, la tagline Chilling Adventures of. Donc voilà, on fait pas de série, mais on fait des suites de one-shot maintenant. Comme ça, on montre bien qu'on en a rien à foutre. Il aurait pu l'appeler numéro 2, tu vois, mais non, numéro 1, c'est beaucoup mieux, ça se vend beaucoup mieux. Donc, c'est quasiment la même équipe créative, Lotral, Sina Grace, Kazé, Gilly, Vincenzo Federici. Donc, c'est toujours des gens assez talentueux, quand même. Federici. Okay. C'est toujours des gens assez talentueux. Là, c'est vraiment la suite de l'histoire, hein. C'est donc Madame Satan qui s'évadait des enfers dans le numéro 1. Là, elle va monter une sorte d'armée pour résister à l'invasion de Satan. Le premier numéro avait aucun sens, parce que c'était vraiment juste, t'avais ce propos-là, ce narratif-là, entrecoupé, en fait, de scènes avec les personnages de Riverdale, à qui il arrivait des trucs d'horreur, entre guillemets, ou plutôt du suspense, en l'occurrence. Donc oui, c'est plutôt, enfin, je sais pas comment dire, en fait. Moi, j'avoue que je baisse un peu les bras face à justement ce qui était vraiment une remontada assez énorme de la part d'un éditeur assez vieillissant. Oui, tu sais ce qui arrive quand, tu sais ce qui arrive quand on utilise le terme. Malheureusement, il l'a maudit à jamais. Mais donc voilà, il y avait quand même un côté Archie, éditeur poussiéreux, qui fait la même chose depuis 80 balais, enfin 70 à l'époque, qui revient faire de l'horreur et de la vraie bonne horreur, puis après qui fait un relaunch qui est intéressant. Et là maintenant, bah il y a plus grand chose, quoi. Ça s'est effondré très vite. C'est un peu devenu une blague maintenant. Même tu te souviens du projet avec Rob Liefeld de Subcarry qui avait capoté, où il fallait le Crusader là, voilà, qui a été annulé au bout de un numéro. En même temps, quand tu bosses avec Rob Liefeld, c'est souvent ce qui arrive. Donc voilà, enfin c'est triste, je trouve. Et bon, après, si ça donne du boulot à des gens, c'est toujours pareil, hein, on n'est pas forcément contre. Mais moi avant, je me disais, ils testent des idées. Tu vois, ils font des one shots comme ils faisaient à une époque, hein. La pilot season et tout, pour essayer de voir s'il y a des trucs qui prennent dans l'inconscient du public. Mais là, maintenant, il y a plus de one-shot, en fait, à l'année que de numéros en ongoing. Donc, voilà, hâte de voir comment le chat Salem vivra l'histoire de Hereditary. Ouais, ça va être compliqué. Très compliqué. Surtout que les animaux dans Hereditary, justement, c'est peut-être pour ça, en fait, parce que, en fait, les animaux qui sont maltraités, en fait, se font peut-être sacrifier, en fait, pour des rituels païens. T'as à peu près 1 milliard d'autres exemples à citer que celui-là, tu vois. Oui. Mais ça fait un peu elevated horror, oui. Tu vois. Même ça.
C'est bien. Corentin, on est toujours dans l'horreur avec l'actualité suivante qui est le curieux projet de Rodney Barnes qui s'appelle Tales from the Crypt avec Snoop Dogg. Ouais. Snoop Doggy Dogg. Yes. Alors, alias Snoop Lion à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Bah écoute, Rodney Barnes, donc on l'avait déjà, non, on l'avait pas dit encore, je crois. Si, c'est celui qui fait Philadelphia. Oui, non, mais je sais qui est Rodney Barnes, merci Arnaud, je parlais aux gens qui nous écoutent. On avait déjà dit Rodney Barnes a monté sa propre petite boîte, on va dire, Zombie Love Studios, qui d'ailleurs, je crois pas, enfin, n'a pas d'accord éditorial très défini avec d'autres structures, en tout cas pas de projets exclusifs, qui voilà, simplement compte produire des histoires des romans graphiques. Maintenant, on sait qu'il s'agira que de romans graphiques et pas de séries ongoing. Mais il est sur Substack aussi, Rodney Barnes. Il est sur Substack, donc il a fait Philadelphia. Parce qu'il fait 2 spin-offs de Philadelphia sur Substack aussi. Il me semble qu'il a fait des trucs chez Dynamite aussi, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc c'est un scénariste de série télé, au départ. C'est même un acteur, au départ, Rodney Barnes, qui, fan de comics, s'y est mis, et Philadelphia, qui était une très bonne surprise pour beaucoup de lecteurs, qui a remporté des prix, je crois. Donc il a travaillé sur American Gods, il a travaillé sur des séries HBO aussi, je crois. Et donc, il s'est dit, écoute, les comics, c'est pas mal, moi j'aime bien. Donc, je vais monter ma boîte pour produire des romans graphiques. Et puisqu'il est noir et qu'il me trouve que ça manque un petit peu dans l'industrie, aussi, c'est un vrai mec super engagé, C'est pas juste qu'il est noir et que ça l'intéresse d'être noir. Il a vraiment travaillé sur les Boondocks, qui est un truc qui, si vous voyez un peu la série animée, vous savez de quoi ça parle. Pareil pour Everybody Hates Chris, qui est une institution aux États-Unis. Et Wu-Tang, l'American Saga, et effectivement American Gods. Donc, un gars assez capé, on va dire. Il va faire une trilogie de romans graphiques sur Blackula, qui est un personnage assez loufoque qui naît en fait de la blaxploitation et du retour de cinéma horreur, on va dire. Donc c'est un vampire noir aux États-Unis. Et à côté de ça, effectivement, parce qu'il est pote avec Snoop Dogg, il va faire un roman graphique à la Conte de la Crypte, à la Archie aussi quelque part, parce qu'il y aura un Crypt Keeper. À chaque fois, on doit répéter ce qu'est un Crypt Keeper. C'est donc le mec qui présente différentes histoires d'horreur en disant et qui donne la morale à la fin. C'est voilà, machin aurait pu peut-être mourir s'il avait pas écouté sa cupidité. Sauf que là, c'est Snoop Dogg. Voilà, donc il faudra quand vous allez lire la planche, vous allez avoir la voix de Snoop Dogg. C'est Snoop qui l'annonce sur Instagram, où il fait une petite vidéo où il a l'air super défoncé comme d'hab, et après il bouge la tête comme ça en souriant. Et je suis très content d'avoir fait cet article. Et la particularité, c'est que ça se passera uniquement dans le ghetto, on va dire, dans les banlieues noires américaines, enfin les banlieues noires, les quartiers noirs américains. Donc voilà, un croisement entre l'imaginaire de la rue, du hip-hop et de l'horreur, qui est pas un truc inédit. On sait que par exemple 619 avait déjà fait ça avec le South Central Stories, où il y avait déjà justement un croisement de l'imaginaire ici comics, on va dire, de l'horreur un peu désuète, et de l'iconographie des quartiers, des Bloods, des Cribs et tout. D'ailleurs, c'est un truc qui, je pense, pourra très bien intéresser Florent. Pourquoi Florent Run un jour. Donc ouais, on est plutôt sur une bonne annonce. Roman graphique, pareil, pas de durée, pas d'artiste encore d'annoncer. Si, c'est pas Jason Sean Alexander. Non, c'est pour Blackula, ça, okay, ça effectivement. Et je pense qu'il pourra pas être partout, donc il faudra voir. Mais donc tel quel, j'ai envie de te dire, oui, plutôt content. Et parce que moi, Snoop Dogg dans un comic, c'est un peu un rêve de gosse. Parce que je retrouve pas je retrouve plus sur IMDb, mais Snoop Dogg avait fait une sorte de Tales from the Hood ou un truc comme ça, en fait. Mais aussi. Snoop Dogg a tout fait, en fait. Non, mais qui était sur le même principe, en fait. Ouais. Un truc d'horreur avec un contexte de banlieue. Ouais, parce que Snoop Dogg a fait des films d'horreur aussi, il a fait des films porno aussi, il a fait tout, en fait, ce qu'un mec peut faire. Il a fait un bouquin de cuisine. Il a fait une voix de GPS, effectivement, c'est pour ça c'est assez connu. Il a fait, voilà, des tonnes de trucs. Il a commenté des matchs de boxe. Je suis même surpris qu'il ait pas encore fait un manga. Techniquement, il est dans le manga Beck. Il a un personnage qui est basé sur Snoop Dogg. Et là, il va faire une série animée bientôt. J'avais fait la news à l'époque où on était entre deux postes. Donc voilà, moi je te dis, là le voir vraiment précisément valider un projet de comics et du coup pouvoir acheter un comics ou montrer à mes potes et dire regardez, c'est Snoop Dogg. Je vais être très content. J'espère que limite c'est lui qui va écrire ses répliques, on va dire, dans la BD. Ou en tout cas qui va les écrire avec Rodney Barnes, parce que je sais pas si c'est un très fin scénariste. Et voilà, s'il peut mettre une petite mixtape à côté, on est bien. Ouais, c'est vrai qu'il y aura un petit projet musical. Mais il est toujours bon en plus, Snoop Dogg. Il avait fait il y a quelques années le projet Never Left, qui était un petit hommage justement au compo de Dr. Dre de l'époque, avec une vraie ambiance au West Coast, mais vraiment très à l'ancienne. Et ça a pas pris une ride, quoi. Enfin, c'est toujours un mec très bien. J'aime bien Snoop Dogg. Très bien. Bon. Bah, je crois qu'on l'a entendu. J'aime bien Snoop Dogg. Tu l'aimes bien ou pas, Snoop Dogg? Ouais, moi j'aime bien Snoop Dogg. Tu l'aimes bien, très bien. Eh bien, c'est une bonne nouvelle.
D'ailleurs, s'il pouvait être invité aux prochaines fois à Avengers Campus. Pourquoi il joue personne chez Marvel? Il y avait Soprano au Avengers Campus aussi. Il pourrait vraiment jouer des personnages chez Marvel en plus. Soprano, c'est pas Snoop Dogg. Ouais. C'est pas non, c'est pas, non. C'est un peu plus pour peut-être l'extrême inverse. Peut-être un peu plus pour les enfants. Allez, Corentin, du côté du mainstream, parce qu'on a parlé pas mal d'indés, hein. Donc là, on va aller du côté de Marvel. Oui. Il est content. Ah oui. Est-ce que tu es content de savoir quand même qu'il y a une nouvelle série Spider-Man qui va sortir à la rentrée et quand même qui va réunir deux des noms qu'on associe le plus souvent à l'historique de Spider-Man en comics, surtout dans l'histoire moderne, c'est-à-dire à partir des années 2000, puisque effectivement, alors il y a toujours la série The Amazing Spider-Man écrite par Zeb Wells qui a été relancée récemment avec le dessinateur préféré de Corentin aux commandes. Elle est drôlement bien, cette série. John Romita Jr. Elle est vachement bien cette série. C'est nul. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Mais donc en parallèle, donc va y avoir un Spider-Man 1, tout simplement Spider-Man 1, qui va arriver et qui est donc un titre qui permet à Dan Slott de revenir sur le personnage. Donc Dan Slott qui a écrit Spider-Man après la fin du run de Straczynski et qui l'a maintenu jusqu'en 2010. Mais il détient le record, je crois, de longévité. De longévité, c'est possible, oui. Oui, c'est possible. Parce que Stanley, Steve Ditko, techniquement, ça n'a pas duré aussi longtemps. Mais non, Steve Ditko, c'est quelques numéros. Après, il se dégage et c'est John Romita Jr. justement senior qui reprend. Stanley doit être le deuxième alors. Mais oui, donc effectivement, Dan Slott revient. C'est pas nouveau, hein, le couple Spider-Man, Amazing Spider-Man. Dans les années 90, t'avais le McFarlane Spider-Man et le Amazing Spider-Man. Oui, et puis t'as même eu des moments où t'en avais 4, hein. Je veux dire, je sais plus, c'est la dernière chasse de Kraven, non, qui se met sur trois titres différents entre Spider-Man, Spectacular Spider-Man et Web of Spider-Man et Web, voilà. Spectacular, effectivement. Oui, non, il y a toujours eu des séries, il y a souvent eu plusieurs séries régulières en parallèle sur Peter Parker. Moi, je trouve quand même que c'est un bel aveu d'échec. Non, mais attends, parce que du coup, je finis juste la présentation. Et donc, en plus de Dan Slott au scénario, Mark Bagley au dessin. Oui, pardon. Et Mark Bagley, c'est notamment Ultimate Comics Spider-Man avec Brian Bendis. C'est aussi un énorme pan de l'historique. Il est revenu après plusieurs fois sur Spider-Man, notamment sur celui de Nick Spencer. Donc, ils avaient jamais travaillé ensemble, par contre, sur ce personnage. Il a un peu d'ailleurs défini comment on doit dessiner Spider-Man aujourd'hui, quoi. Ouais, sûrement. Il y a beaucoup de mecs qui sont inspirés de sa façon de laisser silhouette, son côté un peu cartoon parfois. Ouais. Parce que justement, auparavant, c'était plus McFarlane la référence, on va dire. Donc ouais, pour moi, c'est un bel aveu d'échec parce que quand même, on sort de 3 ans de Nick Spencer, 3 ans. Plus la reprise avec la période Beyond, machin. Ah c'est plus Nick Spencer. Hein. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, ça n'a pas duré 1 an, tu vois, ça, par exemple. Non, Beyond, c'était la transition entre la fin du run de Spencer et le relaunch de Zeb Wells. Mais il y avait déjà Zeb Wells dans le pool scénaristique de Beyond. Après, Beyond, moi, j'aime, je sais pas, je trouve pas ça dégueulasse, quoi. Non, mais bon, après, c'est toujours pareil. Tu vois quand même la limite qu'ils ont avec Spider-Man, qui est que tu peux pas aller beaucoup trop loin dans les évolutions et que tu reviens comme tu vois, comme One More Day, c'est pas une mauvaise histoire, mais à force t'as envie de te dire putain bordel, mais arrêtez quoi, il faut un jour que les personnages ils puissent dépasser juste leur statu quo fondamental, sinon ils vont plus rien avoir à raconter. Là je trouve quand même que depuis la fin de Dan Slott, qui avait justement poussé plus loin beaucoup de trucs, quitte à irriter beaucoup de fans au passage, hein. Moi il y a plein de trucs que je déteste dans son run, son obsession pour le Dr Octopus par exemple, qui je trouve vraiment, il y a d'autres vilains bordel, et puis même son côté, on va toujours répéter les mêmes structures d'arc où New York en entier se fait attaquer par un truc bactériologique, une menace à grande échelle, les Spider-Man qui envoient les Spider-Robots partout. On peut vraiment trouver ça déplaisant, détestable. Et j'ai absolument rien à apprendre aux gens qui détestent Dan Slott de base. Mais le fait est que c'était un mec qui avait essayé d'aller plus loin. Alors c'était sa direction à lui, mais il y avait une direction. Nick Spencer, c'était du surplace, actif et volontaire pendant 3 ans. Et Zeb Wells, depuis, je trouve qu'on n'a pas non plus fait beaucoup de progrès. Donc mais là c'est un petit peu particulier parce que le titre Spider-Man en fait doit servir à amener l'arc End of Spider-Verse qui est donc l'histoire qui va mettre entre guillemets fin au Spider-Verse après justement la nouvelle mini-série Edge of Spider-Verse qui sortira cet été. J'avais compris que moi il Dark Web aussi qui ah ouais mais Dark Web c'est pas lui. Dark Web c'est encore autre chose. Non mais je veux dire c'est lié à tout ça. Dark Web c'est par rapport au multivers d'étoiles. Non, pas forcément. Okay. On n'a pas de nouvelles en fait de Dark Web vraiment de. Ils ont dit qu'il y aurait une presse à la SDCC. Eh ben on le saura. On le saura d'ici quelques jours alors. Mais ce que je veux dire c'est que voilà il y a quand même une volonté de pas aller dans la même direction narrative que la série Amazing Spider-Man qui va continuer son bout de chemin avec les bails avec comment il s'appelle ce méchant là qui est Tombstone. Ouais voilà, Tombstone qui est très mal dessiné par John Romita Jr. Bah oui, comme tous les personnages que dessine John Romita Jr. Pourquoi tu précises ça? Non mais lui particulièrement c'est Tombstone, je le trouve vraiment très très laid. Donc voilà, ils vont continuer cette intrigue avec les bails aussi autour de Mary Jane, et du côté Spider-Man on va aller de nouveau
dans le Spider-Verse avec plein de nouveaux personnages et plein de nouvelles versions alternatives de l'homme araignée, et on imagine un Morlun qui va revenir faire des siennes en disant je me ferais bien un bol de sonde d'araignée ce matin. Putain. Et Ah, c'est juste ça, du coup? Bah, je suis beaucoup moins on verra. intéressé, Non, alors. mais ce n'est pas que ça, mais cette série doit notamment héberger en son sein End of Spider-Verse. C'est pour ça que je sais pas. Donc, on raconte encore la même histoire que Straczynski il y a 15 ans avec Morlun, les Inheritors. Enfin, Techniquement, Spider-Verse, le premier, c'était Dan Slott, donc c'est lui qui conclut sa trilogie quelque part. Ouais, Parce qu'il a fait mais- Spider-Verse, Spider-Geddon et End of quand même, Spider-Verse. tu sais que c'était pas mirobolant, quoi. C'était incroyable. Tu trouves? Spider-Verse 1? Spider-Verse, Spider-Verse 1, moi j'aime bien. En plus, c'est quoi Apple qui dessine, donc c'est quand Oui, même pas mal. c'est sympa. Enfin, le gimmick multiversel était cool, mais bon, là, quand même, on a eu Geddon, on a eu Geddon, c'était tous les déjà c'était il Edge, y a 3 ans. les spin-offs qu'ils ont fait entre temps et tout. C'était il y a 3-4 ans, Geddon, déjà. Non, mais là, ils en refont encore un événement là-dessus. À quel moment c'est devenu le nouveau gadget, le côté Mais multivers? à partir du moment où, de toute façon, il y a le deuxième film qui sort en octobre. Ah ouais, t'as pas tort. Et puis No Way Home aussi qui a montré le côté, les gens J'ai ils pas aiment tort, bien, j'ai Spider-Man, là. extraordinaire. Les gens ils aiment bien le Spider-Man de Bendis aussi. Non, moi je peux être franc, Tu peux. c'est une partie qui m'intéresse pas du tout, moi, l'univers Spider-Verse. Enfin, le film si, parce qu'ils savent comment l'utiliser au niveau visuel, mais voir des Spider-Man du multivers, enfin c'est bon quoi. Captain Britain, c'était il y a 40 ans, les gars, c'était déjà la même idée. Arrêtez, à un moment donné, j'ai compris, il y a un Spider Buddy, il y a un Spider Robot, il y a un Spider Ninja. Mais t'imagines, il y a un Spider Corentin. C'est vrai, j'imagine, ouais. C'est pas, enfin, tu vois, ça résout pas l'équation qui est comment on avance avec ce personnage. C'est juste, on a tellement plus rien à faire qu'on ramène encore Morlun. Oh, bordel, c'est bon, quoi. C'est bien Morlun. Chiant, Morlun. Avec frère. ses petites C'est dents. Dracula, Morlun. Avec ses petites dents, là. Mais non, tu l'as déjà assez vu, quand même, Morlun. Non. Non, tu veux encore voir Morlun? Eh Ah, bah, moi- écoutez, voilà. Moi, je suis sur la Même depuis fanpage. que tu parles avec Cebulski, de son, t'es plus le même homme. Ouais, c'est ça. C'est vachement bien, ça va apporter plein de nouveaux éléments, et puis il y aura... Oui, plein de nouveaux éléments, ouais. Des mecs en costume, enfin, des gens en costume de Spider-Man qui seront juste des Spider-Man de serveurs parallèles. We're gonna put a lot of Spider-Man. Yeah. It's going to be amazing. Amazing Spider-Man. J'ai hâte de traduire les communiqués de presse de Niclo. C'est clair, ça trop bien! Incroyable. Oh, c'est vite, donne-moi de la coke encore, j'ai pas assez, il me faut de la coke pour faire un CP, là. Bref, merci Nick et Chester, la team Rocket de l'industrie des comics. Allez, Corentin, du côté, justement, puisqu'on parle de ces bousqueries, Ultraman qui va faire son crossover avec les héros de Marvel. C'était quand même, on savait que ça nous pendait au nez, et on savait que ça allait arriver. Toi, t'as une blague que t'aimes bien, qu'on avait déjà fait par rapport à Chester, où il aurait le syndrome Gilles de la Tourette sur plein de trucs, tu vois. Et le côté crossover avec les personnages Marvel, je pense que vraiment c'est compulsif, il peut pas s'en empêcher, quoi. C'est le mec qui voit un personnage de licence et dit, crossover. Tu imagines après avec Warhammer 40 000, ils vont faire un crossover aussi, c'est sûr. Ils vont faire avec tous leurs personnages de licence. Non, parce qu'a priori, je pense que Warhammer, ça a pas trop bien marché, puisque Il y a pas de suite pour l'instant. Pour l'instant, ils ont plus rien annoncé. Enfin, quand même, ok, oui, techniquement, c'est du super-héros. Bah oui. Non, mais enfin, je sais pas, je peux plus. Tu me diras avec Conan qu'ils ont quand même réussi à faire Ils ont fait plein Conan. de crossovers. Ils ont fait Conan à Las Vegas. Ouais. Oui, mais ça, c'était pas techniquement un crossover. Non, mais je pense qu'il C'était faut- Conan à il Las faut- Vegas, c'était Conan qui va à Las Vegas. C'était un hommage à Hercule. Non, film mais avec il y a- Schwarzenegger, là. Ouais, mais il y avait quand même Conan à Las Vegas. Ouais. Dans l'univers d'un coup. Il y avait les c'était- Savage Avengers. Voilà. Il y a eu plein de Savage Avengers. Je pense qu'il faut pas oublier ce qui s'est passé. Non, mais du coup, voilà, après, bon, moi, en plus, je trouve ça débile parce que techniquement, on sait maintenant avec les affres d'échange de licences, etc., que c'est typiquement une histoire qu'ils ne pourront pas républier ensuite. Une fois qu'ils n'auront plus la licence Ultraman, quoi. Oui, doucement. Quoi? Pense pas tout de suite déjà quand ils auront plus la licence. À un moment donné, après- de manière fatidique. tu sais pas s'ils renouvellent leur accord. Ça, franchement, tu peux pas parier. Non. Non, mais ils vont pas l'acheter à vie. Non, mais ils peuvent le louer Dans pendant 100 ans, 30 Arnaud. Oui, mais Si dans tu vois 100 le crossover Marvel Ultraman. Je pense que dans 100 ans, on fera plus de podcast. Je suis pas sûr. Si là, on nous aura robotisé, voilà, comme dans Carbone et Silicium. On aura les mémoires branchées Même avec des voix robotiques, trop quoi. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print. Mon rire dans le futur. Nous ne sommes pas des robots. Donc ouais, et voilà, donc effectivement, c'est Matt Groom et probablement, j'imagine, Kyle Higgins qui vont le faire. Oui. Pas d'artiste pour le moment, probablement Francesco Mana, ça expliquerait pourquoi il est pas sur Trial of the Ultra Seven, qui est la 3e série Ultraman. Ça continue, c'est bien, tant mieux pour les fans, j'adore Ultraman, moi aussi. Oulala.
Quel enthousiasme. Non, mais franchement, bah, je les ai lus. Hein. Pour le coup, je les ai lus, les comics. Moi, j'ai lu la première mini-série, parce que c'est sorti chez Panini, donc je l'ai lu. C'est très conventionnel, quoi. C'est du blockbuster ricain avec un héros japonais. C'est pas... Bah après, disons que si tu connais pas Ultraman, c'est une bonne porte d'entrée à cet univers-là, quoi. Mais il y a Shin Ultraman bientôt. Ouais. Et ça c'est mieux. C'est un autre level. Ça fait plaisir. Oui, mais c'est un autre level aussi. Ouais, ça fait plaisir. C'est comme quand tu dis, il y a le nouveau film d'horreur de Scott Derrickson, et après, t'as le nouveau Ari Aster. Tu vois, on parle pas de la même chose. Effectivement, c'est un très bon comparatif. Je pense qu'ils finiront par faire Shin Power Rangers. Ça pourrait être mortel. Je serais assez intéressé. Ça pourrait être vraiment mortel. Ouais, c'est une bonne Rita Repulsa bien vénère en mode sorcière et tout. Ouais. Je rappelle que Shin Godzilla d'ailleurs sortira en Blu-ray cet été ou à la rentrée. Après de longues années. Et que ce film, il est incroyable. Si vous êtes fan de Godzilla, c'est mortel. Ouais, tu l'as déjà vu? Comment t'as fait? Tu parles japonais? Ouais, c'est ça. T'as été au Japon? Ouais. Donc c'est un film Godzilla où les 3/4 du temps on est dans les bureaux des gouvernements qui essaient de gérer ce Godzilla comme une catastrophe naturelle. C'est Fukudzilla. Ouais, c'est ça, mais c'est trop bien, quoi. Allez, Corentin, on termine cette partie comics avec une plus ou moins bonne nouvelle. Enfin, je sais pas comment il faut l'interpréter, puisque le contexte a bien changé aujourd'hui en 2022, mais on a eu le rapport annuel de Comic-Con et ICV2 qui nous propose en fait de regarder l'état du marché américain. Eh bien, on a depuis le début de l'année, avec le FIBD, les rapports GFK et tout ça fait avec 9MR+, mais aussi avec Livre Hebdo, on sait que l'année 2021 était exceptionnelle, en tout cas pour une partie du marché de la bande dessinée, mais en tout cas tous les secteurs étaient en augmentation en termes de volume et de CA, de chiffre d'affaires. Particulièrement en France, le manga, puisque une BD sur deux, même plus d'une BD sur deux, je crois, maintenant est achetée est un manga. Il y a d'ailleurs des nouveaux chiffres qui sont tombés tout récemment, mais par rapport à 2010, de 2021 à 2019, le manga, ça a été plus 143% de croissance. C'est complètement stupide comme chiffre. Le comic, c'est plus 9%, donc voilà, c'est moins important, mais c'est déjà bien. La BD de gens, c'est plus 31%, et la BD jeunesse, c'est plus 36%. Donc il y a eu un petit peu en France, là, tu veux dire? En France, voilà. Ouais. Parce que j'ai les chiffres sous les yeux. C'est grâce à nous? Sûrement. Bah ouais. Moi, depuis qu'on est apparu, on peut le dire. Le marché va mieux. on va le dire comme ça, très très vite par contre, parce que qu'est-ce que je veux dire, mais du coup, comment ça se passe du côté des États-Unis? Eh bien, aussi de la croissance. Eh ben oui, puisque les chiffres nous montrent que alors que depuis quelques années en fait le chiffre total du marché de la bande dessinée, donc qui regroupe à chaque fois les comic books, donc vraiment ce qu'on retrouve, les single issues, et aussi ce qu'ils appellent les graphic novels, ils font vraiment la répartition entre fascicules et albums. C'était toujours 1 milliard et quelques au total sur une année, et en 2021 ça a doublé, hein, ça fait même plus 60%, je crois, puisqu'on est passé à 2,075 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec une énorme poussée sur la partie graphic novels, donc les albums, puisqu'on est à quasiment à 1,5 milliard de dollars, c'est-à-dire que le seul marché des albums sur 2021 a fait plus que ce que faisait le marché total l'année auparavant. Mais il faut savoir que cette catégorie comporte effectivement en son sein les mangas. Voilà. Puisque les mangas sont publiés là-bas aussi en album, hein. Et donc forcément il y a une partie non négligeable de ce chiffre-là qui est à prendre au niveau des mangas, puisque comme partout dans le monde, ça a explosé parce que c'est comme ça. Ensuite, Corentin, la répartition par secteur, elle aussi, en fait, elle n'a fait que confirmer les tendances qui étaient déjà présentes aux États-Unis, et ce depuis facile 2019 ou 2020. C'est-à-dire que quand on fait la répartition par créneau de vente, c'est toujours les book channels qui sont en première place, c'est-à-dire les librairies généralistes, en tout cas par opposition aux comic stores, qui constituent ce qu'on appelle le marché direct ou direct market, qui sont vraiment les shops sur lesquels on retrouve à la fois des albums mais surtout les comic books, donc vraiment les fascicules. Dans les book channels, on trouvera pas de comic books, normalement on retrouve que des albums, donc que ce soit des softcovers, des graphic novels, enfin des hardcovers, et donc aussi tout ce qui concerne les mangas et d'autres bouquins. Pas de progression a priori pour le commerce numérique qui stagne en fait par rapport en tout cas aux autres créneaux de vente, mais on constate en tout cas qu'il y a une augmentation pour tous les secteurs en fait, enfin pour tous les formats et pour tous les secteurs. Donc c'est-à-dire que même si on sait que forcément le manga permet de driver l'ensemble du marché vers le haut, du côté des comics, alors que souvent on te dit les comics sont en train de mourir,
à cause du woke. à cause du woke, et voilà. Non, bah en fait non, puisqu'il y a aussi une progression du format comic books, qui d'ailleurs est supérieur aussi à ce qui se faisait en 2019. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est que forcément en 2020, il y avait une baisse, enfin c'était quand même bien maintenu, mais on pouvait dire que c'est facile de faire mieux que 2020, puisqu'il y avait eu la fermeture de toute l'industrie pendant 3 mois. Mais en fait, quand on regarde même par rapport à 2019, qui est donc la dernière année pré-pandémique, bah en fait, il y a aussi une augmentation par rapport à ça. Donc on ne peut pas expliquer ça que parce que c'était juste plus facile de faire qu'en 2020. Et donc les comic books ont aussi progressé. Il y a aussi une augmentation du volume, enfin en tout cas du chiffre d'affaires, alors que le prix a pas plus augmenté que ça entre 2019 et 2021. C'est toujours la moyenne, toujours à $4 le single issue. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu un volume plus important de vendus. Rassurant peut-être. Je pense que si on regardait dans le détail, on verrait qu'effectivement il y a sûrement plus de Marvel ou d'ici que de indé, et ça, il faudra toujours. Mais c'est le jeu. Voilà, non, mais il faudra toujours relativiser, prendre du recul et tout ça. C'était pareil avant. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que dans l'ensemble, si quelqu'un vous dit, ouais, les comics c'est mort, en fait, non, toujours pas. Et c'est chiffré, il y a des tableaux, vous avez les données, vous allez sur Comics Blog, vous cherchez chiffre 2021 et vous pouvez leur fermer, leur grande gueule à ces gens-là. Et donc, voilà, bah, pour les comic stores aussi, les comic shops aussi, ont pris une belle progression, puisque, bah, ils ont pu vendre plus de comics et aussi plus d'albums. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Le bilan de 2021 est bon. Par contre, comme on le voit aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la crise des matières premières qui a même commencé déjà à fin 2021. Hein. Mais voilà, il y a la crise des matières premières. Il y a des événements mondiaux, soit crise climatique, guerre en Ukraine et tout, qui ont aussi un impact sur les chaînes de production. Baisse du pouvoir d'achat. J'imagine qu'aux États-Unis, il y a peut-être aussi des choses comme ça. Donc, par contre, je pense que cette énorme année 2021 ne sera absolument pas reproduite. Enfin, la poussée ne sera pas reproduite en 2022. Nous, on le voit ici même par rapport au commerce. Il y a comme des Twitter libraires célèbres comme le libraire Socage qui ont dit que ils avaient constaté une très grosse chute ces derniers mois, la printemps-été, sur leurs chiffres par rapport à l'année dernière. Donc je pense que 2021 c'était une année de grâce peut-être, et que de toute façon, bah, comme dans tout modèle, la croissance ne peut pas être infinie, elle peut pas aller vers l'exponentielle. Jamais il y a une limite. Bah, oui, il y a une limite. Hein. Et mais après, faudra le truc qui sera certainement très difficile à voir en 2022, c'est quels seront les facteurs qui auront le plus impacté, notamment parce que tu sais, aux États-Unis en ce moment, il y a plusieurs éditeurs et notamment Image Comics qui ont décidé d'arrêter de faire des réimpressions par rapport à la crise. C'est-à-dire que au-delà de du deuxième tirage, en fait, ils stoppent. Et ce qui est terrible. Parce que notamment sur les premiers numéros, bah c'est tout bénef pour eux. Techniquement sur les 3 premiers numéros, tu sais, c'est eux qui les royalties. Et après pour les équipes créatives, pour après, c'est aussi terrible parce que du coup, bah il y a un manque à gagner qui est assez important. Donc mais voilà, il y a ce genre de paramètres qui sera à prendre en compte. Mais Corentin, un petit avis là-dessus? Bah oui. Enfin, c'est vrai que t'as t'es dit moins beaucoup de choses là. Oui, bah en même temps c'est mon dada les chiffres de vente. Ouais, tout à fait. T'es un peu notre comptable maison. Donc comment dire, bah moi si tu veux, voilà, je suis assez étonné que le numérique ne progresse pas plus, pas forcément parce que juste moi j'aime le numérique, mais c'est pour ça. Non, mais c'est aussi par rapport à l'apparition du marché du webtoon, qui techniquement est quand même une nouvelle lame de fond qu'on sait être populaire. Mais le webtoon génère pas forcément, c'est des vues en fait. Le webtoon, c'est pas forcément du chiffre comme ça que tu peux pister. Ou alors c'est pas comptabilisé, c'est pas comptabilisé pareil peut-être. Ouais. Mais après non, je suis content pour le marché des comics en général. On peut toujours se poser la question effectivement de quels arbres cache un peu la forêt, la réalité indé, on va dire. Un peu comme en France, hein. La progression des chiffres, elle est aussi amorcée parce qu'on a eu beaucoup d'opérations à bas prix, etc., etc. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est le jeu. C'était pareil avant. Il y avait peut-être moins d'offres à bas prix avant. Mais le fait est que quand on regarde en 2016, par exemple, qui est un peu l'année la plus proche en termes de vente de comics des 5 dernières années, on voit quand même qu'on est encore en supériorité, alors que justement, c'était les années fast aussi. Il y avait tout autant de numéros 1. Il y avait plus de numéros 1 à l'époque, parce qu'aujourd'hui, Marvel s'est encore un peu calmé. Voilà, c'est ça. Il y avait en plus des relaunchs très réguliers qui montaient, qui tiraient les chiffres vers le haut. Donc, grosso modo, moi, je suis assez content, effectivement. Et moi aussi, ça me fait plaisir qu'on puisse tordre le cou à ce mensonge qui est proféré par des militants d'extrême droite qui considèrent que parce que les éditeurs ont fait un effort d'ouverture pour mettre en avant des sexualités et des couleurs de peau différentes, le marché se serait effondré, le ciel leur serait tombé sur la tête et CBC Boulski serait maudit et aurait déjà sa place en enfer. C'est le cas, mais pas pour ça. Mais voilà, non, sinon je suis content. Je suis quand même assez épaté en fait la popularité du manga. J'avoue, je comprends pas pourquoi. Il y a pas plus d'animés qu'avant, il y a pas plus de films qu'avant. Les mangas sont quand même importants depuis 30 ans. Non, mais la 40 ans démocratisation, enfin l'accès aux animés par rapport aux plateformes de streaming, je pense, a quand même permis
à énormément de gens d'y accéder, surtout que maintenant en plus il y a de plus en plus c'est pas nouveau non plus. Je sais pas parce que moi Netflix ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Oui, mais c'est pas que Netflix là. Du coup, c'est Crunchyroll, c'est ce genre de choses là. Et en fait, mais je pense vraiment qu'il y a un accès aux publications aussi. Là, le fait que les publications maintenant, même en France, tu vois, que t'as plein d'éditeurs qui arrivent à proposer les chapitres publiés au Japon de façon quasi simultanée, déjà traduits et tout ça. T'as les séries arrivent aussi en même temps. Je sais pas, mais il y a quand même il y a eu des changements dans le mode de consommation sur les animés par rapport au streaming, c'est sûr. Ou alors c'est l'équivalent américain des enfants du club d'eau qui arrivent à la trentaine, quarantaine et qui ont les moyens de consommer. Non, on sait que c'est des gamins quoi. C'est des gamins. C'est les ados. Mais c'est curieux tout de même. Genre je suis content, hein, c'est pas en train de me dire que c'est une mauvaise chose, mais en France comme aux États-Unis, l'espèce de courbe incroyable du manga depuis genre 1 an et demi, 2 ans. C'était déjà en accélération. Il y a eu un truc avec la pandémie et c'est certainement lié vraiment aux plateformes et à l'accès en fait. Faut créer un spin-off manga de First Print. Attends, tu crois Psycho, livre, c'est quoi? C'est il y a déjà des podcasts. Psycho le Run. Voilà. Oui, mais il y a déjà pas mal de podcasts manga qui existent. Tu vois, on est mieux que les autres. Faut se le dire quand même. Ah bah ça va, ça va les chevilles, ça va les chevilles, pardon. Non mais voilà, après c'est effectivement une très bonne nouvelle. Bon, on peut craindre que les chiffres soient inférieurs. Ah moi je pense quand même qu'il y aura une bonne décroissance, mais la gueule de bois de 2022. Mais c'est à cause des prix. Enfin, c'est à cause de la flambée des prix, on va dire. Le nombre de lecteurs reste le même. S'ils achètent moins sur une année, ils achèteront l'année suivante, tu vois. Tant que les gens ne perdent pas l'habitude de lire des BD. Ouais, mais justement, c'est juste ce que j'ai vu alors c'est plus c'était la dernière étude de Livre Hebdo où justement t'avais un passage qui était super intéressant qui montrait en fait qu'il y avait moins d'acheteurs mais que ceux qui restaient achetaient plus en fait, mais que du coup il y avait quand même moins d'acheteurs en fait, que le panier moyen avait augmenté mais que le nombre d'acheteurs avait diminué, et ça c'est pas rassurant du tout. Et on ne croit toujours pas à la conversion des gens qui achèteraient les Spider-Man à 7 balles et qui après deviendraient des lecteurs pérennes. Ou plus occasionnellement achèteraient des comics, ce qu'ils ne faisaient pas avant, tu vois. Enfin, le problème, non, parce que c'est ce que de toute façon, ce qu'on en avait discuté avec Xavier Gilbert aussi, c'était de dire qu'en fait, ces gens-là, parfois, en fait, se contentaient de simplement et attendaient juste la prochaine offre à petit prix, parce que du coup, t'as une offre à 7 € le tome, tu claques tes 70 balles. Mais honnêtement, moi, je suis toujours pas d'accord avec c'est un très bon podcast que vous avez fait, je suis toujours pas d'accord avec ça, hein. Tiens, regarde, je prends un exemple qui est vraiment très personnel et très désuet. Les chiffres attestent qu'il n'y a pas une augmentation drastique. Il y a une augmentation qui existe, mais on sait pas à quoi elle est due. Non, mais sur les autres titres, on voit à chaque fois que les petits prix se vendent, très bien, mais on voit pas de moyenne pondérée qui augmenterait sur le reste de la prod. Tu connais ma copine, je crois. D'ailleurs, Océane, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Tu vois, là, pour son anniversaire, on lui a offert Rorschach, on lui a offert Mister Miracle. Enfin, elle, c'est pas une grosse fan. Elle sait pas ce qui sort tous les mois chez DC Comics, tu vois. Mais instinctivement, des gens qui, grosso modo, t'isolent comme un peu un profil de geek, commencent à intégrer, c'est un tout petit exemple, encore une fois, hein, le comics. C'est très personnel, ça. Non, mais ça existe, tu vois. Il y a des gens qui, justement, moi, je sais pas, en soirée, on m'a déjà parlé de comics, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression quand même que peu à peu, parce que le travail d'édition il est là, parce que on est une génération qui a été élevée maintenant depuis plus de 10 ans par les films de super-héros, il y a des gens qui petit à petit se posent ces questions-là, tu vois, mais sur les réseaux sociaux on le voit bien, c'est un truc qui revient petit à petit, on trouve les planches de comics, les cases de comics, alors oui, c'est petit, c'est malingre, mais il faut considérer... C'est ta bulle et c'est ta bulle sociale, frère. Non, mais il faut considérer qu'à terme, peut-être va dans un quartier populaire, dans un truc... Là où ils écoutent Johnny Hallyday, premier degré, tu veux dire. Mais non, mais il y a un vrai, enfin, nous, on est dans un milieu privilégié par rapport à notre accès, notre rapport à la culture. Parce que en plus c'est notre métier, donc c'est encore plus privilégié là-dedans, donc et on travaille avec beaucoup de gens qui sont aussi assez proches de sphères culturelles. C'est pas du tout la même chose si désolé, si on avait un travail plus manuel, on va dire, si on était je suis technicien, je te rappelle quand même. Ouais, non, mais dans un cinéma, tu vois ce que je veux dire, on a Paris, c'est différent du reste d'une certaine partie de la France. Et je pense déjà, si ce milieu-là consommait activement du comics, ce serait une augmentation énorme par rapport à la toute petite niche que ça représente. Bah justement, ils en consomment pas. Bah moi j'ai l'impression qu'ils pourraient en consommer, en tout cas que les facteurs peuvent s'aligner pour que ça finisse par arriver. Mais je pense que je sais pas. Parce que tu vois, encore une fois, pourquoi le manga ça marche? C'est une question de soft power, c'est pas une question de prix aussi. C'est une question de la popularité du manga est plus forte parce qu'il y a l'animation qui soutient le marché.
parce que c'est une culture qui intéresse les gens, qui est plus puissante maintenant que je pense que la culture américaine. Puis il y a eu un terreau depuis l'arrivée du Club Dorothée, quoi, on va dire. Et puis ça brasse aussi plus de plus de genres, on va dire, que le super-héros qu'on associe naturellement aux comics. C'est faux, hein. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont même pas conscience qu'il y a des comics indés qui sont pas avec des histoires de super-héros. Mais tu vois, ils ont réussi à créer cette espèce d'alignement de planète favorable. Et je trouve vraiment récemment, parce que moi j'ai toujours lu du manga, jamais vu des chiffres pareils, tu vois. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, en tout cas. C'est moi l'enseignement que j'aurais envie de retenir. Ok. Même si, voilà, Arnaud a l'air d'avoir envie de me dire que c'est mort et qu'on fait un métier de merde. Ah non, on fait pas un métier de merde, mais... Non, mais il faut quand même, tu vois, considérer qu'un jour ça finira par arriver. On va quand même pas parler toute notre vie aux mêmes 5 personnes qui écoutent le podcast. Alors, j'ai quand même peur que ce soit un peu le cas. Moi, je vous rappelle à tous, hein, offrez des comics. C'est comme ça aussi qu'on crée la curiosité, et la passion éventuellement. Il y a des trucs que font les comics que les mangas ne font pas. Vous trouvez pas un Invisible Kingdom en manga, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Il y a des mangas qui sont très beaux, mais il y a pas les mêmes techniques. La couleur, simplement, qui est un art qui échappe aux mangas encore aujourd'hui. On va me répondre qu'il y a des mangas en couleur, etc. Oui, c'est une minorité par rapport au tout venant. Le comics, c'est l'inverse. Et le travail de coloriste qu'on a aux États-Unis, que je trouve même parfois supérieur à celui qu'on a en France, par rapport aux colos numériques qui vont beaucoup plus loin. Voilà, c'est un truc, si vous avez des fans de couleurs, peut-être essayer de les mettre à la BD, les mettre américaines, y a pas de raison. Ou alors offrir du 619, c'est encore aussi bien remarqué. Allez. On termine la partie comics là-dessus, Corentin. On va passer du côté des séries télé. Un petit avis sur la bande-annonce de Paper Girls. Ah oui, un petit avis. C'est très mou. Il y a pas grand-chose. Ça a l'air très fidèle, hein, évidemment, mais on l'avait déjà dit sur le plan esthétique qu'il y avait un certain rapprochement avec les tons, avec les tonalités justement de colorimétrie. Avec le violet, surtout le violet et le bleu qu'utilise Chiang dans les premiers numéros. Bon, on n'est pas du tout dans un truc qui est, pour moi en tout cas, au niveau de ce que ça annonce en termes de mise en scène, en termes d'écriture et tout. T'as même un Let's Go Save the World dans le trailer. C'est un trailer, c'est Prime Video, c'est pas des grands communicants, en tout cas pas sur les bandes annonces. On peut considérer que pour l'instant c'est pas très enthousiasmant. Et le fait qu'ils lâchent les bandes annonces comme ça très rapidement avant la sortie, peut-être que eux considèrent que c'est un petit produit. Moi, je me pose la question, tu vois, par rapport à The Boys, où quand même on est informé beaucoup plus en amont que ça va sortir. Oui, mais à The Boys... Non, même dès le début, ils avaient quand même considéré, parce que c'était les super-héros, voilà, genre dominant. Mais là, justement, par rapport à Stranger Things, où ils auraient pu venir mettre un coup d'épaule en mode genre, regardez, on arrive et tout. Parce que la saison 4 a quand même fait beaucoup de bruit, hein, on a vu. Elle continue d'en faire. 4 bouches et tout, voilà. Avec des épisodes de 1h30. Ouais, mais apparemment qui est qualitativement largement supérieur à la 2 à la 3, donc pourquoi pas. Tu vois, ils ont même pas essayé de se mettre dans la queue de comète de Stranger Things. Donc moi, je sais pas. J'avoue que c'est une BD que j'aime vraiment beaucoup et que je considère mérite mieux qu'une petite série télé. Surtout qu'en plus là, on voit vraiment pas grand chose du vrai imaginaire qu'a Paper Girls. Donc on va pas vous spoiler parce que c'est compliqué, mais bon. À part le voyage dans le temps, ils communiquent sur rien d'autre. Tu vois pas de créatures, tu vois pas. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu petit bras pour l'instant. Voilà. Très bien. Mais de toute façon, ça sort à la fin du mois. Ça démarre à la fin du mois. Faut qu'on aille demander des accès presse pour. Oui. Bah, vu comment on en parle, ils vont être ravis. Ils nous écoutent pas, c'est ça l'avantage. Oui, c'est sûr. C'est ça l'avantage. Liberté des podcasts qui durent plus d'une heure. Quand on parle à 5 personnes, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de monde, du coup, qui n'entend pas ce que l'on dit. Corentin, autre nouvelle. Et une confirmation, et quelque part on n'est pas surpris. On nous a dit d'ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas un pari kebab là-dessus, je m'en rappelle pas, sur donc l'officialisation de Charlie Cox en Daredevil et Vincent D'Onofrio en Kingpin pour la série Echo. Bah regarde le doc des paris kebab. Je crois que je l'ai pas mais noté. Il me semble que celui-là, j'avais pas dû le parier parce que c'était trop évident en fait. Vrai, ouais. On l'avait prévu, on l'avait prévu qu'effectivement la série Echo pouvait pas tenir toute seule. Vu que c'est un personnage qui apparaît déjà dans la série Daredevil, qui a toujours été lié. Ok. Non, en BD, elle apparaît dans la série Daredevil. Ah, pardon, je croyais que tu parlais de. Non, je m'en fous, la série Disney+. n'existe pas, de toute façon, voilà. Donc, j'allais surtout pas faire une référence à cette série Hawkeye. N'allez pas voir la série Hawkeye. Limite, rentrer dans Echo sans voir la série Hawkeye, vous aurez la même chose. Probablement en un peu mieux, parce que c'est compliqué de faire plus bas. Mais il y a Moon Knight. Tu te rappelles du Kingpin dans Hawkeye? Ouais, bah écoute, j'ai envie de te dire que lui, il le jouait de la même façon. C'était la mise en scène qui déconnait, qui était pas appropriée à son jeu, et même la tenue de la même Gabriel façon avec Delotto, une chemise à fleurs, quoi. Bah oui, mais ça c'est un hommage aux comics. D'Onofrio, c'est un fan de BD. Il a lu la BD de Delotto où il a cette tenue-là. Il a envie de se faire un petit kiff. C'est ridicule, je suis d'accord, mais essayons de ne pas salir ce monsieur qui est un grand comédien et qui a toujours milité pour revenir en Kingpin.
C'est malgré vrai. justement le fait qu'il pourrait s'en passer et que il a plus rien à prouver aujourd'hui. Le fait est que voilà, donc en comics on rappelle David Mack, Joe Quesada, Jimmy Palmiotti, Joe Quesada, non Joe Quesada, qui du coup invente le personnage de Echo, donc à l'époque effectivement fille adoptive du Kingpin qui a fait tuer son vrai père, une sorte de mafieux amérindien, qui l'élève comme sa fille et qui l'entraîne, qui lui apprend un peu à la Elektra à devenir une tueuse, qui l'envoie combattre Daredevil, mais entre-temps elle tombe amoureuse de Matt Murdock, elle a la surdité, il a la cécité, parallèle, voilà, très subtil de l'époque. À la fin, elle découvre justement que en fait le Kingpin lui a menti, que c'est lui qui a fait tuer son père, et pour se venger, elle lui tire dans les yeux, sauf que c'est le Kingpin et qu'il est immortel, donc il est juste aveugle, alors qu'il a pris des balles dans la tête. Le Kingpin. Donc voilà, un point d'histoire qui a été repris dans Hawkeye. C'est ça. À ceci près qu'on ne savait pas qu'il serait encore en vie, puisque techniquement, la caméra des bulles... Bah, elle est hors on entend champ, juste les justement. bastos. Non, mais vu qu'elle est hors champ, on savait très bien que si c'est hors champ, c'est pour Ouais, ça, montrer que... vous l'avez dit dans le podcast Hawkeye qu'on avait fait à l'époque, le Kingpin va donc revenir a priori aveugle à son Ouais, tour. ouais. J'attends un peu de voir comment ça va rendre, parce qu'effectivement en BD tu peux très bien tolérer l'idée qu'en fait dans un monde où un aveugle, une personne atteinte de cécité, un malvoyant peut effectivement se bastonner grâce au pouvoir ninja, etc. Le Kingpin techniquement on t'a jamais dit que c'était un ninja qui pouvait se repérer au bruit ou à l'odeur. Donc faut voir comment ça rend, faut voir comment est-ce que lui va le jouer. Mais donc Hollywood Reporter a confirmé effectivement que les deux acteurs revenaient en prévision aussi de la série Daredevil qui a déjà été annoncée. Et la réaction, je crois d'ailleurs de quasiment tous nos lecteurs sur Comics Blog a été merci mais non merci, si c'est pour faire comme vous avez fait sur Hawkeye, c'est pas la peine de salir le travail des autres. Et effectivement je crains que Kevin Feige ne puisse pas s'empêcher de salir le travail des autres, qu'il n'ira jamais aussi loin que les 3 saisons de Daredevil, qui sont toutes des saisons intéressantes, malgré une faiblesse en cours de route, je te l'accorde. Mais la saison 3, moi j'ai kiffé comme un gamin parce que c'est fidèle aux comics, à part pour Bullseye, c'est fidèle aux comics, t'as vraiment cette opposition entre les deux personnages qui est toujours aussi géniale. L'actrice qui joue Echo, Aquila Cox, Ouais. pas convaincue Ouais, pour l'instant, enfin ouais. à part faire la gueule, je trouve qu'elle dégage rien. Donc Apparemment, voilà. le reporter disait qu'il pourrait aussi essayer de faire revenir Ouais, Christian Jessica Ritter, Jones, ouais. effectivement. Donc là, on avait peut-être pas parlé ça dans le dernier podcast, ça devait être après, mais sur Disney+, ils ont mis à jour le nom de la série Jessica Jones, qui s'appelait Marvel Jessica Jones, en AKA Jessica Jones, donc une mise à jour qui n'a de sens que s'ils comptent un jour faire une suite, parce que sinon ça sert à rien. Ils l'ont même pas appelé alias, tu vois, par rapport au côté comics. Donc là, c'est selon un podcast en fait qui est rapporté par le Hollywood Reporter, qui apparemment leur fait confiance. Matt Murdock va chercher à reconnecter avec Jessica Jones dans la série Echo. Voilà, ce qui serait assez logique, ce serait que la série Echo soit l'antichambre d'un retour des Defenders. J'imagine que s'ils ramènent Jessica Jones et que eux, fans de comics, savent ce qui est intéressant à faire avec Jessica Jones, c'est-à-dire la mettre avec Luke Cage, puisque c'est l'un des couples les plus célèbres de Marvel, et que leur histoire personnelle a un impact sur beaucoup d'éléments à New York. Moi, je suis pas contre s'ils veulent ramener Mike Colter. Il m'avait plus ou moins convaincu. Ils La vont série, faire revenir tout le monde sauf Finn Jones. c'est quoi, en fait. ce que j'allais dire. Je pense qu'ils pourront se passer de Finn Jones, puisqu'en Marvel, ils ont fait un nouvel Iron Fist qui est asiatique, que dans Shang-Chi, il y a des références aux cités cachées, Ouais. mais aucune à Kowloon et aucune à Iron Fist. Donc moi, j'imaginerais bien qu'en fait, dans Shang-Chi 2 ou dans une future série Marvel, on te drop Shulao, le dragon, on te drop les pouvoirs, etc., etc., mais qu'on te laisse Finn Jones à la retraite. Limite, on te dit qu'il est mort. Hors champ, ça me va, tout le monde est content, même lui d'ailleurs, parce qu'il a pas envie de faire les scènes de combat, on se rappelle. Donc ouais, cool, en tout cas, de revoir Charlie Cox et Martin Donofrio, qui ont milité, on le rappelle, pour ça, qui ont fait des ventes aux enchères pour aider des gens atteints de cécité, etc., etc. Donc deux acteurs chers à mon cœur. J'avoue, la seule scène de No Way Home où j'ai vraiment eu ce plaisir fanservice, c'était quand il y avait Matt Murdock avec sa canne magnifique et ses lunettes rouges. Mais maintenant, Kevin Feige, t'as foiré Moon Knight, et on va pas se mentir, tu as foiré Moon Knight, c'est bon, la série elle est passée, vous pouvez arrêter de mentir et de faire semblant. La série elle était nulle, c'était pas bien, c'était horrible, c'était une honte. Et la série Hawkeye, c'était pas bien, c'était horrible, c'était vraiment n'importe quoi. Maintenant, si tu gages Daredevil, frérot, je démissionne de First Print, je démissionne de Comics Blog, je pars dans un couvent de lama au Tibet pour méditer et renoncer à mes passions de jeunesse. C'est dur quand même. Tu mets beaucoup de poids sur moi si tu te barres. Non, Daredevil, c'est sacré, frérot. Laisse-moi te cloner avant. Alors, D'accord, ça marche. Non, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je voulais juste dire, non, en conclusion, que je pense quand même que maintenant, avec le recul, en fait, ce retour des séries avec tous les acteurs et tout ça, je pense que c'est mon plus gros point Christophe Barbier de ma carrière, parce que moi je me suis complètement planté là-dessus. J'avais toujours dit qu'ils allaient faire du soft reboot et pas les reprendre, et justement
ne pas après on attend quand même de savoir s'ils vont acknowledger en fait les histoires des saisons passées. Ça, j'attends quand même de voir s'ils vont considérer que c'est pris en compte dans leur univers, tu vois, ou s'ils vont vraiment pas jamais le Ouais, genre mentionner. s'ils le font en mode terre parallèle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ouais, clairement, j'étais totalement dans le faux sur. Je pensais vraiment. Mais tu seras encore dans le faux quand John Krasinski sera Red Richards. Non, ça par contre. Pareil kebab. Mais non, mais allez, ils l'ont tué exprès. Et on s'en fout. Sur toutes les terres parallèles, ils ont la même gueule. Il va le réaliser. Bah pas tous, non, justement. Bah à part bon, il est sorti, c'est bon. À part Xavier. Non, mais attends, il y a Peter Parker, Peter oui, Parker, mais c'est un voilà, film Sony, tu vois. c'est un film Sony, c'est pas pareil. Moi, je tiens mon pari. Ouais, j'y crois pas Pour du une tout. fois, je pourrais peut-être perdre un pari. Corentin, Oui. pas de HBO Max en France, Non. parce que Warner Bros et Discovery, depuis qu'ils ont fusionné, en fait, font beaucoup de micromanagement, à se dire bon, en fait, on va faire des économies ici par-ci, on va faire des économies par-là, parce qu'on a acheté une chaîne de télé à la con là avec 10 millions de dettes. Bon, on va essayer de la revendre. Et puis bon, est-ce que on va pas fusionner nos offres et nos catalogues HBO Max et Discovery Plus pour faire une plateforme qui s'appellera HBO Max Discovery Plus? Warner Bros / HBO Max Discovery Plus. Ouais. Mais voilà, mais pourquoi du coup? Parce qu'en fait, la HBO Max c'est pas disponible dans tous les pays du monde, hein, vous le savez, notamment en France, ça n'existe pas. Dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, en fait, ça n'existe pas. Ouais, parce qu'il y a eu des accords simplement entre HBO et d'autres distributeurs, donc en France OCS notamment. Et donc, on vous l'a déjà dit aussi plein de fois en podcast, jusqu'à nouvel ordre, c'était 2023, l'arrivée de HBO Max en France, en tout cas pas avant 2023. Et sauf que en fait, ces plans ont visiblement changé et qu'en fait, il ne devrait donc pas y avoir de HBO Max sensu stricto, puisque le groupe Warner Bros Discovery travaille à faire une nouvelle plateforme, encore une, mais qui sera très certainement juste une fusion en fait de vraiment avec un nouveau nom probablement. Voilà, avec un nouveau nom, mais HBO Discovery, un truc vraiment très très basique à mon avis. Et donc on va encore devoir patienter par contre avec les contenus Warner DC qui sont dispatchés en fonction du bon vouloir des plateformes et des services de chaînes en France. Oui, alors juste pour un petit détail, parce qu'Arnaud a tendance à faire des euphémismes. On fait des économies par-ci, on fait des économies par-là. C'est 3 milliards d'économies que David Zaslav a commandé à HBO Max. C'est pour ça qu'on n'aura pas le film Wonder Twins et que tous les budgets sont a priori des productions originales sont revus en dessous des 30 millions. Ce qui veut aussi dire que a priori, je pense que Greg Berlanti a encore beaucoup d'avenir dans les murs de Warner Bros, parce que lui fait des séries pas chères et qui rapportent. Donc pour résumer effectivement, l'Espagne à HBO Max, la Pologne à HBO Max, mais ils ont tout le reste. L'Europe de l'Ouest n'a pas, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne n'ont pas HBO Max. C'est curieux pour le Royaume-Uni, qui est quand même le plus gros parc de consommateurs de Netflix en dehors des États-Unis. Ouais, mais ils doivent avoir des accords pareils avec un ouais, bien sûr. Bah, nous, on sait qu'on a Salto, on sait qu'on a récupéré. Non, mais justement, c'est pour ça. Non, mais je veux dire, il y a Netflix avait des séries, il y a Salto qui a des séries, il y a OCS qui a des séries. C'est vraiment dispatché. Et du coup, il y a une offre. Disons que pour les fans de DC, vraiment, ça a toujours été très frustrant en France, puisque t'as pas, une plateforme où tu peux tout avoir. Bah, tu fais comme Shin Godzilla. Et voilà. Tu nous fais pas chier. Non, mais effectivement, Peacemaker, c'est jamais sorti en France. Toujours pas. Voilà. Non, ouais. J'ai envie de dire, franchement, je suis désolé, c'est l'incitation au piratage. C'est ridicule de pas juste une série comme ça. Tu vois, rappelle-toi, à l'époque, on en avait parlé, tu m'avais dit non, mais t'inquiète pas, ils le feront quand la plateforme sera disponible, c'est un très gros produit, machin. Mais combien de gens vont patienter pour, c'est quand même pas si compliqué. Alors par contre, il y a des gens qui patientent, hein. Pour Peacemaker. Mais attends, mais d'ici à ce que ça sort, tu auras probablement déjà eu la saison 2 et probablement un des spin-offs aussi, hein. Ça c'est encore à voir, mais je te jure si un distrib français nous écoute dans les modalités de consommation en France, ne t'inquiète pas que avec l'arrivée des plateformes il y a beaucoup de gens qui ont complètement perdu, baissé les bras, qui ont pas faire ça, mais qui ont perdu le réflexe de télécharger. Il y a toujours des gens qui ne savent pas. J'ai des gens de mon âge qui me disent encore, je leur dis mais tu pourrais parfois effectivement demander à ton tonton américain qui me disent non mais je sais pas faire. Il y a des gens mais après il faut aussi dire que et pourtant et malgré ce qu'on peut en parler et personne n'est dupe sur le fait qu'on puisse parfois consulter un tonton, mais le fait c'est que faut pas inciter parce que ça reste c'est pas bien. Attends, moi s'il faut s'abonner, je t'ai déjà dit, si HBO Max arrive en France, je m'abonne parce que de toute façon je suis fan des séries HBO. Ce que je voulais dire, c'est que même l'accès, le gros des séries HBO. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que même par rapport à ces pratiques-là, même l'accès, en fait, il y a quand même, pour tous ceux qui connaissent un peu tout ce qui est torrent et tout ça, il y a énormément de sites qui ont fermé, qui ont été traqués. C'est devenu aussi plus difficile. Complètement. Ils sont sur les dents. C'était pas un petit peu déter, quoi. Donc, en fait, les plateformes de streaming ont permis aussi, mais même moi, je le sais, que ma pratique du téléchargement, elle a été diminuée de 80%. Donc, la culture va redevenir un élément géolocalisé, géoloqué même, et il va falloir juste s'abonner à 40 plateformes pour tout voir. Non, faut se prêter les accès entre potes.
Passe-moi Mais ton ça, pour accès l'instant, c'est Apple, possible. Mais attends qu'ils mettent un système au point qui permettra que ce soit plus le cas. Hein. Tu me passes ton accès Apple TV? Oui, si tu veux, ouais. Ok, merci. Ouais, pas de souci. Il faudrait juste qu'on se synchronise Fallait juste demander. pour pas tomber en même temps parce qu'on en regarde pas mal en ce moment. Faut Vu que moi, je regarde quasiment jamais, mais c'est pour ça, c'est parce et que. Physical, très bonne série télé. Mais tu vois, Apple, à la limite, je suis content de les payer parce que même s'il y a pas grand chose, je sais pourquoi je paye. Tu vois, Disney+, par exemple, c'est pas moi qui le paye, c'est ma copine. Moi, je sais que j'aurais résilié il y a très longtemps, vu à part Abbott Elementary, il y a pas grand chose qui m'intéresse dessus. En revanche. Ouais, les settings, je les garde parce que je sais que je partage des comptes avec d'autres gens et que je veux pas les mettre. Mais il y a même des sites qui proposent, en fait, d'une sorte de, comment on appelle ça, de copropriété de compte, en fait. Bah ouais, bah en même temps, il faut. Oui, bien sûr, mais tu vois, parce que Attends, justement, regarde là. Tout le monde n'est pas riche comme toi, quoi. C'est Netflix qui a augmenté ses prix. Toi qui es très très riche. HBO Max qui tu gagnes plus d'argent que moi. Crésus. On l'appelle le Crésus de Paris. Si un jour vous voyez le compte en banque d'Arnaud, vous allez rigoler. Dans les deux sens du terme. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. les dépenses. Donc. Je parle pas de la piscine que je me suis acheté. Non. Je pensais plutôt à d'autres trucs de location de DVD. Bref. Bon, on verra un peu. On en parlera un autre jour. Ok. Voilà. Ou les sexes. Bref. Donc. Là, il a compris la vanne, ça y est. Donc, le fait que ça n'arrive pas en France, pour moi, c'est dommage parce qu'effectivement, vu que personne maintenant, enfin, le moins en moins de gens piratent, t'es obligé de t'abonner à plein de plateformes qui, justement, le groupe Canal, par exemple, moi, je suis désolé, au niveau de mes valeurs personnelles, je veux pas filer de la thune à Bolloré. C'est un truc tout bête. Je ne veux pas m'abonner à Canal. Je m'abonnerai jamais à Canal pour ça. Ils ont des productions de ouf. Le jour où ils les vendront, où il vendra le groupe à quelqu'un d'autre, d'accord, ok, mais je vais pas payer pour le salaire de Hanouna, moi. Ouais, mais Engrenage. De Zemmour, etc. Mais, Engrenage. Je vais pas te répondre avec un pirate, parce que j'ai déjà fait striker une fois, mais. Oui. Voilà. Mais franchement, la flamme. Ça fait plaisir. Typiquement, ça, c'est un pote qui te prête une clé USB, la flamme. Tu veux pas t'abonner pour la flamme, quoi. Non, mais Engrenage, Braco. C'est pas eux qui font la version française de Hot Ones aussi, avec Ken Kojandi? Ça pense c'est de la merde, je regarde. Ouais, ça, c'est vraiment de la merde pour le coup. Mais big up à Kian quand même, t'es un mec bien. Donc ouais, bref, c'est chiant parce que la multiplication des offres, c'est chiant. Voilà, c'est tout, il y en a marre. On est vraiment revenu à l'époque des bouquets télé, en fait. On est revenu à l'époque où tu veux voir les films de Paramount, tu t'abonnes à Paramount, toutes les chaînes, etc. Même que tu regardes pas. Voilà, Paramount+, t'as CBS All Access, t'as Disney+, t'as Apple Prime Video. Bon, Prime Video, c'est pas cher, tu me diras. Mais bon, pareil, tu files de l'argent à un dictateur, quasiment. Prime Video, Netflix, Warner Bros, HBO Max. C'est bon, quoi, stop, c'est pénible. En plus de celles qu'on a déjà en France, pour justement suivre les quelques séries HBO qui sont intéressantes et qui sont encore éclatées entre plusieurs plateformes. Moi, j'avoue, je commence un peu à en avoir à le cul. Surtout en plus qu'après, tu fais des calculs d'équivalence par rapport à tes valeurs et à qui tu veux que l'argent aille. Pareil, Disney+, moi, je le paierai pas parce que simplement, j'ai pas envie de filer de l'argent à Disney. Vous savez pourquoi, j'imagine, maintenant. Donc, c'est pénible. Je comprends pas pourquoi. Moi, je comprends très bien pourquoi. C'est une question d'argent, évidemment. Pourquoi l'industrie des images animées des images qui bougent, a pas fait comme Spotify, qui est une plateforme où tu peux écouter toute la musique du monde et tous les podcasts quasiment, qui existent, qui soient. Ça coûte pas cher, et si t'es mélomane, avec 10 balles par mois, t'es refait. Moi, une plateforme globale, je comprends pas pourquoi on n'a pas réfléchi à ça. C'est pas parce que c'est pas les mêmes économies, hein. Oui, certainement, mais bon, peut-être qu'aussi il y a un accélérationnisme par rapport à ça. Qui a le temps de tout regarder? Qui a le temps de voir toutes les séries télé, tous les films? C'est impossible, quoi. Même au chômage, je pense même pas, au chômage, même si tu dors pas, même si tu fais une heure de sommeil par nuit, c'est pas possible. Il y a trop de trucs qui sortent. Netflix, c'est quasiment toutes les semaines, il y a au moins une saison qui arrive. Même plus que ça, d'ailleurs. Donc oui, non, moi j'avoue que l'accélérationnisme, justement par rapport à ça, est fatigant. Et juste donnez-moi HBO en France, quoi. C'est ma chaîne préférée, j'ai envie de m'y abonner. Pas compliqué, bordel. Parce qu'OCS, c'est pareil, la qualité du flux, elle est pas terrible. Si tu veux des sous-titres qui soient un peu jolis, enfin bref. C'est des détails, ça, après d'utilisateur, on va dire, mais moi j'étais prêt à m'abonner si ça arrivait, riche. Non mais attends, merde, je suis projectionniste encore une fois, moi j'aime la qualité, j'aime les beaux pixels, tu vois, j'aime la belle photo, etc. Je me fais chier avec la HDR de Disney+, et essayer de la régler pour que ce soit pas trop désagréable à l'œil. Enfin bref. Yes. Donc du coup, a priori, l'année prochaine, probablement, un Discovery, HBO Max, Warner Bros. Plus. Peut-être, ouais. Les plans sont à confirmer et on suivra ça avec attention. Corentin, on va terminer avec la partie cinéma. Oui. Un trailer pour le film animé Batman et Superman Battle of the Super Sons, qui est le premier film d'animation original movie de DC Entertainment, Warner Bros. Animation, à être en image de synthèse. Alors techniquement, le premier, il y avait quand même Batman Ninja, mais qui était une coprod avec le Japon, donc c'est un peu différent. Mais là, c'est vraiment leur premier film in-house qui est fait avec donc pas avec de l'animation 2D, mais avec des modèles 3D sur lesquels on voit quand même une couche un petit peu de dessin, texture 2D, on va dire. De texture 2D. Comment t'as trouvé ce rendu? Moi, je trouvais que c'était pas trop mal. Écoute, oui, il y a un côté un peu stop motion en plus qui est pas désagréable à l'œil. Bon, dès que ça se met à bouger de manière frénétique, on va dire, c'est beaucoup plus
voyant, criant, mais moi même Batman Ninja m'avait pas dérangé du tout. Ce genre de modèle me déplaît pas. En fait. Batman Ninja, c'est taré, c'était trop bien. Ouais, enfin scénaristiquement non, mais visuellement. C'était bon délire aussi, arrête. Ok, pardon Arnaud, excuse-moi, je dis plus rien. Et donc ouais, voilà, c'est sympa. C'est juste ça. Le mec, ouais, l'escroc. Je dis plus rien, j'ai dit. Comment vous savez que Corentin est pas motivé sur un sujet, tu vois, c'est qu'on vient de passer 1000 ans sur HBO Max en France, et puis là, mais les Super Sons, quand même. Tu voulais qu'on parle du rendu, on a parlé du rendu. T'es pas content, oui, mais t'es pas content. T'es pas content. T'es pas content. T'es pas content qu'on ait les Super Sons. Non. Pas comme ça. Moi, je voulais une série animée. Série animée, Cartoon Network. Ah oui, alors c'est parce que c'est pas comme tu veux. Alors, voilà, monsieur, exactement. Tu fais des caprices aujourd'hui. Non, mais c'est tellement logique. En fait, une série animée. Quand t'as fait gaffe, il y a ta tétine qui est tombée. Pareil, tu vois, là, on va parler d'un truc, on va parler de Rise of the TMNT. Yes, oui. C'est plus un style à la Tartakovsky que j'aimerais bien sur les Super Sons, ou même à la limite à un Bruce Timm, ou le vieux cartoon, il y aura bientôt la série Batman de Bruce Timm. Non, mais Super Sons. C'est un truc qui fait série animée. C'est deux gamins, super-héros, potes, bonne ambiance, van, etc. Un Warner Bros animation original, bon, si tu veux, Regardez, non, mais par contre, graphiquement, c'est sympa. Il y a ton Rocher qui est tombé aussi à côté de ta tétine, Corentin. Waouh, quel punchliner, Arnaud. Tu feras attention. Tu fais du rap? T'as fait Nouvelle École? Moi, c'est pas mal, hein, je te jure. Moi, je veux que ce soit Tartakovsky qui fasse mes dessins animés. Moi, je fais une suite de presse. Oui, mais en BD, pas en dessin animé, quoi. Bah, je veux bien une suite des Super Sons en BD aussi, hein. Bah, on en a eu, c'était pas ouf. Ah, excuse-moi, on en a eu, hein, des nouveaux volumes de Super Sons, et depuis la série initiale, c'était quand même pas ouf. Bah oui, mais moi, je veux dire. Le challenge of the Super Sons, c'était pas terrible, hein. Mais c'est une question de scénariste, après. Mais, d'équipe créative, oui. Tu ramènes Thomasy. Je sais pas. Et non pas Thomasini. Oui, mais je sais même pas si on n'est pas juste un peu déjà nostalgique là, tu sais, d'un truc qui est sorti il y a 6 ans, mais qu'en fait, s'il revenait dessus, ce serait pas si. Enfin, je sais pas, moi, j'arrive à dormir la nuit, tu vois, je suis pas non plus en train de pleurer. Hein, c'était l'effet de surprise. Bon. Non, mais tu vois, genre, tu dis, on est nostalgique. Tout c'est faux, tu te réveilles. Je sais que la lecture était cool, mais si ça revient, je suis content, tant pis, sinon, hein, c'est pas. Ouais. C'est pas gravissime, c'est pas comme presse, tu vois. Ça reviendra jamais. Ta gueule. Allez, Corentin, justement. Ultra méga, gros monstre, violent. Ultra méga, c'est tellement bien. T'es même pas crédible. Tu peux même pas. Si. Tu peux même pas trash talker sur Ultra méga. C'est un peu pas ouf. T'es un malade. C'est pas terrible. T'es un malade. C'est un peu comme Dark Souls. Ah ouais, c'est ça. C'est le jeu nul, à l'animé. Ouais. Qui est pas beau. C'est juste parce que, c'est pas parce que tu sais pas y jouer que c'est le jeu qui est nul, hein, mais. Corentin, une bande-annonce pour le film Rise of the TMNT. Eh ben, c'est très joli, ça. Voilà, Tortue Ninja. C'est intéressant. Donc, un film d'animation sur Netflix qui arrive début août, qui est donc dérivé, enfin, une continuation, plutôt, de la série animée du même nom de Nickelodeon, qui a eu droit à 2 saisons, qui est très dynamique, qui a vraiment une très très bonne dynamique dans l'animation et tout ça, qui a un chara design par contre qui fait curieusement, hein, alors les goûts et les couleurs bien entendu, mais qui fait qui notamment avec nos lecteurs en tout cas sur comicsblog.fr, à chaque fois que je fais un truc sur Rise of the TMNT, t'as des gens et tout, je te jure, mais qui sont vénères sur la direction artistique, sur ce style très très angulé en fait par rapport au style plus rond des comics, pardon, du cartoon Tortue Ninja de leur enfance, j'imagine. Il y a 40 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais les choses. Non, mais on respecte. Je suis aussi un grand fan de ce cartoon. Non, mais moi, je t'avoue que bizarrement, j'ai l'impression que c'est l'un des points où je suis le plus en incompréhension en fait avec une partie C'était pas grandi avec ce cartoon-là de mon public. Non, c'est vrai, c'est de me demander mais pourquoi vous le détestez, parce que c'est pas juste j'aime pas, c'est juste vraiment genre ça me donne envie de vomir. Je fais mais les gars, je vais faire l'avocat du diable. Effectivement, il y a un truc qui moi me gênait au début quand j'appréhendais ce cartoon, c'était les tortues sont pas de la même taille et de la même forme. Alors ça justement, c'est une convention depuis les comics de Eastman et Laird, c'est les tortues, c'est 4 fois les mêmes tortues. La série animée a apporté les couleurs des bandeaux et les nuances de vert qui fait qu'on les reconnaît. Sinon, c'est que les armes qui font qu'on les reconnaît. Ça, je peux comprendre, tu vois, c'est comme si on disait d'un coup, on te fait les Power Rangers, sauf que t'as un gros balèze et t'as une meuf un peu petite, je sais pas. Tu vois, il y a un côté unité graphique qui est canonique, on va dire, dans chaque adaptation, qui là n'est pas respecté. Ok, ça, je peux comprendre effectivement. Par contre, encore une fois, ouvrez vos chakras, réveillez votre 3e œil, votre glande pinéale, et dites-vous que c'est pas les Tortues Ninja. Et dans ce cas-là, vous verrez que ça passera très bien. Si c'était une adaptation des Battletoads ou d'un autre comics de baston des années 80, je sais pas, les hamsters ninja, c'est pas, les black belt hamsters, les hamsters, les radioactifs hamsters ceinture noire. Voilà. Si c'était ça, par exemple, je pense que tout le monde serait content.
justement du côté de Tartakovsky, de l'épaisseur du trait, du dynamisme, même du côté généreux, parce que la bande-annonce c'est quand même super. Il y a un côté super vraiment généreux, on va te ramener justement l'espace, on va te ramener le Krang, on va te ramener New York, on va te faire de la grosse baston. Et moi j'admets simplement en tant que fan d'animation, je trouve ça vraiment enthousiasmant quoi. Ouais, pareil, ouais. Et je comprends pas trop d'ailleurs effectivement la critique qui est faite par rapport justement à ce côté, on veut la même chose qu'à l'époque. C'était encore une fois il y a 35 ans, le cartoon Tortue Ninja. Il y a eu plein d'autres adaptations depuis. Il y a eu celle en 3D qui était très sympathique aussi. Il y a eu celui des années 2000 qui était très sympathique aussi. C'est le grand mal de notre époque, hein. Non, mais encore heureux qu'on peut essayer de nouveaux trucs. Tu vois, c'est comme si un mec te disait, ah non, Team Sale, j'aime pas, ça ressemble pas à Bob Kane. Tu dirais, bah oui, non, mais d'accord, effectivement, ça ressemble pas à Bob Kane, mais de fait, c'est normal. C'est un artiste différent qui fait le travail, tu vois. C'est un peu mieux que Bob Kane, quand même, Team Sale. Bah oui, on est d'accord. En l'occurrence, pareil, le dessin animé de l'époque, il était joli, mais c'était pas non plus une merveille graphique. Après, tu vois, on te dirait. C'est au niveau design, comme ça. Ça te ferait pas kiffer, tu sais, si on te disait, vas-y, on va refaire un dessin animé Superman dans la vanne des Fleischer. Ouais, bien sûr que si. Ça serait ouf, hein, ça veut pas dire que je condamnerais tout ce qui se fait dans le présent, tu vois. Yes. Allez, Corentin, on a encore 2-3 news à aborder pour terminer ce podcast. Iowa Studios, qui met l'emphase sur le Studios avec une adaptation d'un de leurs titres, Hotel, un titre d'horreur, par Il Callahan. Bah, c'est sympa. Oui, pour résumer, en effet, Hotel, qui est donc une histoire d'horreur, voilà, qui dans se un passe hôtel, dans un motel, effectivement, où il y a des gens qui fuient leur passé, qui sont rattrapés par ce dernier. El Callahan qui a déjà fait 2 films d'horreur, c'est Witch Hunt, voilà, dont le prochain sort cette année. Head Count. Merci. C'est Head Count et Witch Hunt. Voilà, donc je n'ai vu ni l'un ni l'autre et je n'ai pas non plus lu la BD. Très honnêtement, enfin si, j'ai feuilleté quand même la BD pour préparer mon article. C'est un peu de l'horreur très facile. C'est pas le haut du panier de Shaiwa, mais ils vont enfin voilà commencer leur adaptation. C'est facile à adapter, quoi. C'est un peu comme Chariot, tu vois. Chariot, c'est facile à adapter. Oui, c'est vrai que ça, on n'a pas eu trop de nouvelles. C'est vrai que c'est pas en pré-prod, hein. Oui, c'est vrai que c'est pas la première adaptation, en fait, annoncée. Non. Il y avait un autre truc aussi qui avait été annoncé, mais bref, tout ça pour dire que voilà, ça arrive, comme ils avaient dit, ils feront des films. Ils n'ont pas menti. Pas comme Macron. C'est gratos. Il n'est pas menti. C'est un putain. Il a dit, je suis un enfoiré. Non, mais attends, quand tu revois les archives de 2017, là, sur oui, je sais. C'est chaud. Suivez Caisse de Grève sur Google. Sur Twitter, pardon. C'est vraiment, vraiment chaud. Allez, Corentin, on a trouvé un réalisateur pour Captain America 4. C'est Julius Ona, c'est ça? Ouais. Qui a fait The Cloverfield Paradox. Qui était nul. Et 2 autres films qui étaient pas terribles. Quoi? Tu veux défendre Cloverfield? Non, t'es sérieux, Arnaud? Ah bah vas-y, parle-en alors, parce que t'es. Moi, j'avais pas du tout être positif là. J'avais bien aimé. Voilà, pardon, désolé. Mais je sais pas, j'avais trouvé ça super intéressant. Enfin, c'était très foutraque, hein, clairement, ça faisait énormément de choses, mais justement, alors c'est vrai que tu le payes un petit peu au prix de la cohérence narrative, je dirais, dans le film. Mais par contre, c'était super généreux, quoi, dans sa façon d'aborder, en fait, non, ouais, c'est vrai, tu me fais les gros yeux, le concept, en fait, de l'anomalie spatio-temporelle, mais qui donne à plein de situations horribles et tout ça, que moi, je l'avais trouvé vraiment prenant, en fait, écoute, je suis content. Je m'étais vachement pris au jeu. Et vous voyez, c'est une bonne nouvelle, finalement, Julius Ona va réaliser Captain America 4. Putain, Arnaud est content. Non? Alors, je t'avoue, par contre, que la nouvelle que lui fasse Captain, mais en fait, même le film Captain America 4, je t'avoue, mais en même temps, Marvel Studios on sort de Thor Love and Thunder, là on n'a pas encore fait le podcast, ça arrivera prochainement, et à l'heure où on enregistre, il n'est pas encore sorti en salle officiellement, même si tout le monde l'a déjà vu en avant-première. J'ai vraiment du mal, il y a des débats de nouveau sur la fameuse phase 4 et sa qualité générale. Moi, c'est pas que je m'ennuie, tu vois, mais je trouve quand même que... Non, mais on peut le dire, elle est pas folle la phase 4. Hein. Ouais, moi, j'ai été charmé par les tentatives d'Eternals et Shang-Chi, parce que le côté années 90, mais je sais que c'est pas un bon film. Et à part ce que Sam Raimi sur Doctor Strange 2, pour l'instant, on se fait un peu chier. Moi, j'ai bien aimé Doctor Strange 2. Eternals, j'ai apprécié des trucs, mais le reste des films, par contre, je suis désolé, je les regarderai plus, quoi. Black Widow, moi, jamais de la vie. T'as Disgusting Film qui a fait son top, là, de la phase 4. Ils mettent Black Widow en premier. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous fumez, bande de malades. Et ils mettent Doctor Strange 2 en avant-dernier. C'est les malades. Et enfin bref. Ouais, mais après bon voilà. C'est comme Death Trailer là qui a fait sa vidéo sur Doctor Strange 2 où il crache dessus, t'es en mode genre mais vous êtes vraiment des cons quoi. Enfin la confiture au cochon en fait. Tenez, prenez vos merdes, prenez vos Venom à la con là, c'est ça que vous voulez, des films algorithmiques pourris. Bref, tout ça pour dire voilà, Captain America 4 c'est aussi le scénariste de Falcon et Winter Soldier, donc ça me refroidit un peu de base. Il y a pas 40 grandes histoires avec Sam Wilson en Captain America vu que c'est assez récent. Ils vont prendre de Remender, hein, c'est sûr. Oui, ils chassent les Vigilantes à la frontière. Par exemple. Moi, je suis chaud, mais ce sera certainement politique. Oui. Enfin, on va pas.
Il n'y a pas de pareil kebab à faire là-dessus. Ça va évidemment être politique puisque Captain America, donc Sam Wilson, qui était anciennement le Faucon, Anthony Mackie, qui est un Captain America noir. Forcément, la thématique des issues raciales et tout ça aux États-Unis avait déjà été largement abordée dans Captain America, dans Falcon et Winter Soldier. Donc on imagine que ça va être repris là. C'est même Chris Evans qui a dû se fendre d'un tweet en disant Sam Wilson et Captain America pour encore faire taire, enfin pas faire taire, mais venir contrebalancer les explosions de tweets racistes en fait, enfin et de commentaires racistes sur les réseaux sociaux, puisque figurez-vous que non, le racisme n'est pas mort et que il remonte de façon assez inquiétante en fait et de façon de plus en plus décomplexée. Donc bon, voilà, on va pas encore en faire, mais ça se voit aussi dans les sphères culturelles que les discours on va dire désobligeants pour être dans l'euphémisme de nouveau, en fait, sont de plus en plus libres, en fait. Il y a plus personne se cache, en fait, de dire j'aime pas un personnage parce qu'il est renois ou parce qu'il est gay ou pour n'importe quelle autre raison. Donc c'est un projet qui reste intéressant pour ce qu'il a à dire, mais pareil, vu que c'est Marvel Studios, vu qu'on voit aussi, parce qu'on en a parlé aussi dans Falcon et Winter Soldier avec Irim ou avec Jennifer ou Carl, c'est que Frédéric Siris c'était pas Carl, il était venu pour un autre podcast. C'est Sigrist. C'était Sigrist. Et eux-mêmes avaient été quand même très critiques, justement pour être concernés par ces problématiques aussi, sur la façon dont le message politique de Marvel Studios reste quand même très voilà, on n'est pas dans Beale Street ou dans justement non. Ou dans le film de Moonlight. Moonlight, ouais. Ouais, voilà. Barry Jenkins. Non, pardon, je confonds le précédent film du réalisateur de Black Panther sur Fruitvale Station. Ah, Fruitvale Station. Ouais. Donc on n'est pas non plus sur ce genre de propos là ou de cet autre film incroyable avec les chevaux là, je sais plus comment ça s'appelle, qui est Cheval de guerre. Non, non. Spirit. Non, mais Jack Horseman. Non plus, mais je vais le retrouver, ça va me revenir. Sorry to Bother You, je crois. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, de Boots Riley. Ouais. Voilà, donc on n'est pas non plus dans ce genre de rentre dedans dans le message, mais loin s'en faut. Marvel Studios a quelque chose à faire là-dessus, quoi. Et donc, on va espérer quand même que le film soit bien et on terminera ce podcast là-dessus. Voilà, avec un croise les doigts. Voilà, en croisant les doigts. En tout cas, on espère que ce front page vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les réseaux sociaux, à réagir aux différents sujets concernés dans les commentaires de notre site. On vous rappelle que si vous appréciez notre travail et les podcasts et que vous savez ce que ça représente en termes de taf, eh bien, on vous invite tout simplement à le faire savoir. Et la façon la plus simple, qui ne coûte rien et qui nous est très utile, surtout pendant l'été où c'est un peu l'accalmie internet, c'est de partager ce podcast partout sur les réseaux sociaux, de l'écouter en vacances et de dire aux gens que vous rencontrez en vacances hey, j'écoute un super podcast. Tu connais First Print. Et sinon on a aussi une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez nous soutenir pour voir la rentrée sous un bon œil et bien au-delà pour pouvoir continuer sereinement pour notre bientôt 3e année d'existence. Bon anniversaire. Non, on n'y est pas encore. Donc. On n'y est pas du tout encore. On va entamer une 3e année à la rentrée. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!